Ça passe. On va commencer officiellement ce stream. Bonsoir, bienvenue dans ce premier débrief de The Last of Us sur ma chaîne Twitch. Je suis ravie car j'adore débriefer des séries de nerds. Et là, on est sur une bonne série de nerds puisque déjà, c'est une série de zombies. Et aussi, c'est une série de zombies adaptée d'un jeu vidéo. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un jeu qui a un peu fait du bruit quand il est sorti. Qui a un peu marché quand même, ouais. Ouais, légèrement. vite fait. Et je suis trop contente de reprendre le format débrief de série hebdomadaire avec The Last of Us qui a pris la place de House of the Dragon, entre autres, sur le fameux slot du dimanche soir de HBO, qui est la plus grande prestige TV aux États-Unis, je pense. C'est la place que tout le monde veut dans le programme des séries. C'est audacieux de filer cette place à une série de zombies adaptée d'un jeu vidéo, mais je pense qu'on peut déjà dire que le pari valait le coup pour HBO. Et nous, on peut regarder en France sur Prime Video, sans surcoût, alors que le reste du catalogue HBO va arriver avec surcoût. Donc pour Succession, il va falloir payer, ça va être très triste, mais on fera quand même des débriefs de Succession sur cette chaîne, car c'est la meilleure chose, Succession. C'est genre House of the Dragon, mais sans l'inceste, et avec plus de gens fous. Au moins autant de gens fous. Lydia, welcome. C'est ta première fois sur ma chaîne. C'est la première fois qu'on stream ensemble, à part quand on avait fait du poulpe sur la chaîne de Fibre Tigre, et que c'était un moment de violence. On a dû vivre de la violence physique envers ce poulpe. Qui, je dois le dire, était délicieux. Ah, merci. Ah, bah et qu'il voilà. aurait dû gagner, évidemment. Ok, voilà, merci. Parce qu'en fait, la créativité n'a pas été récompensée. Non, l'audace n'a pas été récompensée. On a fait un concours de cuisine à thème Game of Roll, puisque Lydia, tu es aussi joueuse de Game of Roll, aventurière dans l'univers d'Aria, créée et masterisée par Fibre Tigre, et que pour l'annonce de la sortie de nouveaux livres, donc livres de jeux de rôle Game of Roll Aria chez Eldercraft, on avait fait un stream ensemble où 2 recettes de Game of Roll s'affrontaient, sachant que tu es la master cuisine de Game of Roll. C'est ça, bah, littéralement la marmite d'or et la louche d'or. J'ai la louche d'or, donc bon, a priori, je peux pas louper mes plats, quoi, donc voilà. Donc, et tu as décidé de recréer en vrai un plat que ton perso avait inventé. Un plat emblématique que mon perso a inventé et grâce auquel il a gagné un concours. Donc, ça aurait dû marcher. On était partis pour gagner. Alors moi, j'étais animatrice. Normalement, j'avais pas de bille dans l'histoire. J'avais pas de préféré, mais évidemment... J'étais dans la team qui fait du poulpe en croûte de sel noir et pas dans la team qui dit on va fondre plein de Toblerone et les mettre dans un moule triangulaire et ça va refaire un Toblerone. Je suis là, mais c'est pas de la cuisine. Merci. C'est genre fondre un aliment et le refaire durcir et c'est le même aliment, donc il y a pas vraiment de... Non, j'exagère un peu mais pas tant. Ils ont juste fait fondre du chocolat, rajouter des amandes et du miel. Exactement. Et en fait, guess what, ça fait un Toblerone parce que c'est les ingrédients du Toblerone, quoi. Voilà. De chocolat et miel, bah oui, du coup ça fait un Toblerone, quoi. Mais rien de très créatif là-dedans quand même. Mais pour des raisons, je pense, de paresse culinaire, malheureusement, le Kraken en croûte de sel noir n'a pas gagné. Non. Mais il était, pour moi qui mange pas de fruits de mer et encore moins de poulpe, pas mauvais. Ok. Je vais pas m'engager sur... Pas mauvais. Vraiment pas de poulpe. Je vais pas m'engager sur le plus. Bon. Et aussi, genre, il faut dire qu'on n'avait jamais cuisiné de poulpe et que c'est beaucoup plus dur à cuisiner que ce qu'on pensait. On a vraiment dû tabasser l'animal. Il faut le cuire 4 fois. Il faut l'éplucher. À un moment, c'était genre éplucher le poulpe et j'étais là... Non, mais surtout, il était pas préparé, en fait. Donc, la découverte de... En fait, du full tentacule poulpe. Voilà, en fait, il faut l'éplucher, etc. Ça, j'étais pas prête. Moi, je savais pas, en fait, que c'était un poulpe sans préparation. Mais c'est comme quand t'achètes un poisson qui n'est pas préparé. Le poulpe était mort et il est remort pendant la soirée. Dina Cook, clairement, oui. Ouais, il a vécu plusieurs vies, mais beaucoup de morts ce soir. Et en plus, il a perdu, miskin, vraiment. En plus, il a perdu. Et en plus, tout le monde n'a pas voulu le manger, hein, vraiment. Alors qu'il était très bon. Il y en a qui ont fait leur précieux, alors que franchement, moi je mange pas de poulpe et je l'ai mangé et il était très bon. En même temps, il était frit, genre un truc que tu manges pas, tu peux le manger frit normalement. Hello Tchernobog. Oh, j'espère qu'on a plein de PNJ de Game of Roll avec nous ce soir. J'adore croiser des PNJ de Game of Roll sur Twitch parce que j'ai un peu l'impression de croiser des gens connus, tu vois. Je suis là en mode oh my god, tu es le Alpha Pizza, genre le seul, l'unique. Donc coucou Tchernobog. Qui es-tu, Lydia, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, à part une cuisinière de poulpe? Oui, à part une très bonne cuisinière, merci de le reconnaître. Bien sûr. Je fais partie de Game of Roll, du coup, mais tu sais, la team qui n'est pas la team préférée de Game of Roll, tu vois. Mais la team historique. Mais la team historique. Team grâce à qui Game of Roll et Game of Roll. Voilà, malgré... La team Game of Roll Magic. Ouais. Et... Si je peux me permettre, t'es la membre la plus efficace de la team pas préférée. Ok, merci. Parce il y a littéralement un épisode où tu pouvais pas jouer et il s'est rien passé. Voilà, bah oui. Et il s'est rien passé. Oui, les gars, exactement. C'est exactement ça. Et franchement, je fais tout pour être la meilleure de la classe, mais apparemment, c'est votre team la favorite. Donc écoute, moi, je sais plus quoi faire en fait. Après, on a quand même l'avantage d'avoir une autrice de jeu de rôle avec nous, puisqu'on a Clémence Boyer. Et la Go, littéralement, pour son mariage, elle a organisé un murder mystery. Où elle a fait jouer tous ses proches et sa famille et tout en mode en fait là on va faire un GN et Daron elle va dire oui, donc tu vois
on a un petit peu un avantage, quoi. Mais c'est vraiment grâce à Clément. Clément, c'est la Lydia de notre équipe. C'est-à-dire si elle est pas là, on n'avance pas beaucoup parce que moi, perso, j'oublie l'intégralité de ce qu'on est censé faire. Et aussi, j'ai pas envie de le faire de base, donc j'ai envie de faire autre chose. Et je comprends pas exactement, genre quand Fibre il nous emmène sur une quête, je suis là, je sais pas, j'ai peut-être genre envie d'aller plutôt faire autre chose, et Clémence elle est là, non on va aller faire ça parce que c'est voilà, mais j'en étais sûre parce que évidemment quand t'es par exemple quand t'es scénariste, bah tu vois les dessous de l'histoire, bah là c'est pareil en fait, elle comprend les fils un peu, c'était sûr et certain. Mais je pense que dans le cœur de Fibre, tu es dans son équipe préférée quand même. Bah je sais pas, franchement c'est pas ce qu'il nous dit, hein, tu sais. Bon. Il m'a dit de te proposer de venir demain à 20h pardon, le 19 sur la chaîne de Fibrotique, c'est le retour de Game of Reroll, l'aventure Game of Roll dans laquelle je suis entre autres avec Clémence, Aïda et Alix, et il m'a dit, dis à Lilia de venir demain. Mais donc, il m'a déjà proposé, je lui ai déjà dit que je pouvais pas. C'est pour ça qu'il t'a dit de me le redire, mais ouais malheureusement je suis pas dispo demain. Ok, un jour il y aura Lydia dans Game of Reroll et ce sera genre la fusion des deux mondes, et comme ça ce sera la vraie équipe préférée, tu vois. Et est-ce que c'est un hasard s'il y a que des meufs dans l'équipe préférée ? Je ne sais pas, il faudra demander à Fibre Tigre, peut-être qu'on est juste plus doués. Tu fais quoi par Game of Roll ? Eh bien, je travaille dans la mode aussi à côté, et je fais du streaming. Tu fais quoi sur Twitch ? Plein de sujets différents, beaucoup de gaming. Certains diront mes viewers en fait sont à part réparer des problèmes de câbles, se plaignent beaucoup. Ouais voilà, je répare des câbles, j'ai des streams problèmes techniques. C'est un bon concept, tu vois, c'est une bonne émission, les problèmes techniques de Lydia. Je tease des streams mode depuis je pense 3 mois et en fait j'ai jamais le temps de les préparer. Sachez que vraie info en off. Pendant qu'on dînait, on a parlé des stream modes de Lydia. Donc c'est un vrai projet, ok ? Elle vous ment pas. Mais elle est pas en mode je les bullshit en leur vendant un truc que j'ai pas envie de faire, tu vois. T'as vraiment envie de les faire. C'est ça. Mais c'est long. Quand on me parle de Stargate, oh putain je l'ai dit, de Stargate, je peux passer tout le stream à en parler. Ok. Parce que, mais tu sais, c'est une série que j'aime bien. Parce que j'aimerais bien, moi aussi j'aime bien teaser des formats que je fais jamais. Genre depuis septembre, je dis on va faire un book club, on n'a pas fait de book club, désolé, je vous aime quand même. Okay. Tu vois, regarde, j'ai même une emote porte des étoiles. Mais oui. Ah oui, c'est toi. Bah oui, bien sûr. En fait, j'aimerais bien faire un format où, comme je suis nerd de pas mal de trucs, et j'adore les nerds, j'adore les gens passionnés. Et j'aimerais bien inviter des gens pour qu'ils me parlent du truc dont ils sont nerds, mais pas le truc évident, tu vois. Si je t'invite et que tu me parles de mode, c'est hyper intéressant, mais c'est un peu attendu. Moi, j'aime bien le truc dont t'es nerd, mais les gens s'y attendent pas forcément. Du coup, là, moi, j'aime pas Stargate. Enfin, pardon ? Désolée, ça passait quand j'étais ado, j'aimais pas. Ok, d'accord, j'aime pas le space opéra. Ok, j'aime pas trop Star Trek non plus. Voilà, cancellez-moi, y a pas de problème. Du coup, ça fera un très bon live. J'inviterai un jour Lydia à me rendre, mais le but c'est que tu me convainques que Stargate c'est bien, tu vois, et je suis pas dure à convaincre, veux, hein. Juste que tu me dises pourquoi c'est bien pour oh là là fin du stream des ah non mais là franchement tu l'aurais dit sur ma chaîne, je t'aurais ban. Olivier il dit tu vas me ban de ma propre chaîne, de mon propre live. Et Zoc, ne me bannis pas du live pour la vanne, ok ? Je sais même pas si tu peux le faire, mais peut-être tu peux. Non, mais voilà, on peut pas tout aimer dans la vie. Mais non, mais on en reparlera parce qu'on peut pas rester sur ça. Là, c'est pas le sujet ce soir, ok ? Mais... Non, je sens que j'ai terni l'ambiance. On va get back on track et on en fera un stream dédié à Lydia m'apprend que j'ai tort sur Stargate SG. Ok, ça sera le titre du stream. Ok. C'est un engagement que je prends vers vous. Ok, parce que 23 minutes sans parler du S-word, c'est un record. C'est un record, c'est vrai. Parce que vraiment, j'en parle tout le temps, mais tu vois, j'avoue là le mood, alors que pourtant ça avait bien commencé hein, avec Mimi, elle a quand même fait un mac and cheese aux champignons délicieux. Vrai. Le saviez-vous ? J'adore les champignons. Un indice derrière moi. Un indice derrière vous, mais c'était la meilleure manière de m'appâter, c'était de la nourriture. Donc déjà, t'avais tout compris. Par contre, j'avoue que là, le Stargate... Mais je savais pas du tout le lore Stargate, oh là là. J'ai l'impression d'avoir mal fait mes devoirs. Mais écoutez, on en reparlera à l'occasion. On n'est pas là pour parler de Stargate SG1, mais si vous aimez Stargate, du coup, abonnez-vous à la chaîne de Lydia. Si vous aimez le gaming, la mode, car bientôt des émissions mode, ainsi que juste les gens cool et les meufs cool, abonnez-vous à la chaîne de Lydia. Merci beaucoup de m'accompagner sur ce premier débrief de The Last of Us. Donc l'idée, c'est que chaque semaine, on va se réunir et parler de l'épisode de la semaine de The Last of Us, dire ce qu'on en a pensé, les points forts, les points moins forts, les trucs qui nous ont surprises, les trucs qui nous ont peut-être plu ou moins plu. Et moi, il se trouve que j'adore les séries télé, mais je ne joue pas aux jeux d'action-aventure AAA, car je ne sais pas viser et je me trompe de bouton tout le temps, et j'aime pas avoir peur et être surprise, et je suis là... je ne sais pas faire ça. J'adore les jeux vidéo, mais pas ceux-là. Voilà, c'est pas ma cam. Du coup, j'ai jamais joué de ma vie à The Last of Us, et je me suis dit... Comme sur mes débriefs séries précédents, notamment House of the Dragon, j'aimais bien avoir le côté j'ai lu les livres et du coup je peux apporter un éclairage supplémentaire. Là j'ai trop envie d'être la noob qui sait pas
et d'avoir des gens qui ont joué au jeu pour m'accompagner, qui peuvent me dire en fait ça c'était dans le jeu, ça l'était pas, ça c'est important pour les gens qui ont joué au jeu parce que c'est un moment hyper phare et tout que moi j'ai pas vécu parce que je n'ai pas joué à cette aventure vidéoludique. Du coup merci beaucoup d'être là. On va se réunir chaque semaine, alors pas toujours avec Lydia malheureusement, car la personne a plein de trucs à faire, ok, et tous les gens ont plein de trucs à faire, donc on aura un cast tournant. Mais j'espère que tu reviendras une fois ou deux au fil de ces 9 épisodes. Normalement le mac and cheese était réussi, donc j'ai acheté son amour et sa présence. Tranquille. C'est un bon début. Oui, et dans les prochains épisodes, on sera accompagné de Adibou, Mister Adibou, streamer et caster de son état, et Johan Le Fur, alias Logan, ancien rédac chef de jeuxvideo.com, et gros, si j'ai bien compris, énorme fanboy de The Last of Us, genre gros nerd de The Last of Us, et il m'a dit je te préviens, quand j'aime bien un truc je peux en parler longtemps. J'étais là, salut, je fais des podcasts de 3h30, bienvenue, il n'y a pas de souci, on va bien s'entendre. Du coup on va débriefer le pilote de The Last of Us qui est sorti sur Prime Video, sur HBO aux US. On va pas vous spoiler la suite, c'est une promesse. Alors déjà moi je la connais peu parce que je connais les grandes lignes mais pas beaucoup plus. Toi, t'as joué au jeu. Moi, j'ai joué, mais j'ai tout oublié, donc t'inquiète, c'est ok. Voilà, t'es pas parti pour spoiler tout le monde. Et j'espère surtout, pas. Ouais. On n'est pas là pour vous gâcher le plaisir. Moi, je suis anti-spoiler personnellement. Je suis très flippée des spoilers. Genre, j'ai pas regardé la bande-annonce de The Last of Us parce que je suis là. En fait, je sais que je vais regarder et j'ai envie d'être surprise. J'ai pas envie que le plan de fou de l'épisode 5, bah, je suis là en mode ah oui, c'est le plan de la bande-annonce. J'ai envie d'être là. Ils ont fait ce plan, mais dans le contexte, quoi. Incroyable. Et je suis très allergique aux spoilers, genre vraiment si quelqu'un me dit j'adore ce film, tu verras le twist est cool, je suis énervée parce que je suis là en fait si tu me dis qu'il y a un twist c'est spoilé parce que du coup je vais attendre le twist et je vais y réfléchir et c'est pas marrant quoi. Du coup on va pas vous spoiler la suite, on va vous spoiler ce qui est sorti de The Last of Us, la série, à savoir le premier épisode. On va parler des différences entre la série et le jeu, donc si jamais vous êtes en train de vous dire ah je vais peut-être commencer le jeu vidéo, bah on va vous dire certains trucs qui peut-être arrivent dans le jeu et pas dans la série ou vice versa, mais à part ça vous êtes spoiler free. Ce live sera disponible en podcast dès demain sur le flux Mimi Hegel débrief les séries, abonnez-vous. Et il y a des récaps rigolos de The Last of Us qui sortent sur mon Patreon tous les lundis. Donc le premier est sorti, il est en accès libre pour le coup. Il est accessible à tout le monde gratuitement, car la première dose est toujours gratuite. Et l'idée c'est que comme ça vous vous abonniez, parce que chaque lundi je vais vous raconter des bêtises sur The Last of Us. Et j'avais un peu peur parce que j'étais là à faire des blagues sur un truc ultra déprimant, c'est quand même pas simple. Et en fait, je me suis beaucoup amusée à faire un long récap rigolo de 158 captures d'écran, c'est beaucoup, de ce pilote, mais qui dure 1h20. Donc l'un dans l'autre, c'était aussi un film finalement. J'ai passé un très bon moment, j'ai hâte de refaire ça lundi prochain. Donc on est raccord. C'est parti pour le débrief de The Last of Us saison 1. Épisode 1. Et du coup, Lydia, je vais commencer par demander c'est quoi ton rapport au jeu ? Est-ce qu'il t'a plu ? Est-ce qu'il compte pour toi ? Comment tu l'as vécu ? Et c'est quoi pour toi The Last of Us, le jeu vidéo ? Ouais. Alors du coup, moi, écoute, j'y ai joué quasiment quand il était sorti. Est-ce que c'est ton genre de jeu déjà ? C'est plutôt mon genre de jeu, même s'il y a trop de passages où il faut passer en toute discrétion, il faut s'infiltrer. Et ça, j'avoue, c'est ce qui a fait que j'avais pas trop continué, c'est que j'avais pas la patience de faire tous ces passages où vraiment il faut être ultra discret et comme tu disais la difficulté est quand même pas évidente à gérer pour ce type de jeu mais en tout cas le début je trouve que c'est un des jeux qui m'a le plus marqué parce que pour plein de raisons je rentre plus dans le jeu peut-être pour dire pourquoi. Oui, tu peux. Tant parce que tu que par exemple, pas ce qui se passe. Non, je spoil pas. C'est vraiment le tout premier début. Épisode, c'est ok. Ouais, c'est vraiment le tout début. Si on parle de qui meurt à un moment de ce premier épisode, par exemple, c'est very ok. Oui, voilà. Car on va vous spoiler The Last of Us saison 1 épisode 1, sinon vous seriez pas là. Ok, c'est le deal. Oui, c'est ça. Évidemment, la scène la plus émouvante du pilote et du jeu, c'est vraiment une scène qui se passe tout au début. Et ce qui est assez marquant dans le jeu, c'est qu'en fait, tu commences par jouer la fille, en fait. Ok, tu joues Sarah en premier. Tu joues Sarah en premier et tu joues, donc tu sais pas trop ce qui se passe. Elle se réveille en pleine nuit, donc comme dans la série. Ok. Et du coup, ouais, tu découvres en même temps qu'elle. Et je trouve que c'est une des meilleures intros de jeu. Parce que du coup, tu crées tout de suite un vrai lien avec le perso, quoi. Et du coup, est-ce que tu t'es dit, ok, bah, le jeu, ça va être, je joue elle et son père en alternance ? Parce que j'imagine que bah oui, au début, tu dois savoir que c'est un personnage masculin et un personnage féminin plus jeune, c'est sur la jaquette et tout, donc t'es là, ok, bah c'est cette fille et j'imagine un autre gars, son daron probablement, qui vont devoir survivre, quoi. Tu te dis pas, ça va être une autre gamine parce que celle-là, elle va
Bah, au début, en tout cas, tu te poses pas trop la question, c'est clair. Non, ouais, tu te poses vraiment pas trop la question, mais en tout cas, quand le moment arrive, c'est sûr que c'est hyper touchant, quoi. C'est vraiment un des moments les plus marquants, je pense, que j'ai vécu dans un jeu vidéo. C'est sûr que c'est un truc qui restera marqué, quoi. Ça, c'est clair. Merci beaucoup Maëlia pour le sub. Merci. N'hésitez pas à sub à la chaîne car je suis indépendante, créatrice de contenu indépendante. Du coup, chaque sub me permet de financer mes activités et d'acheter des girolles pour faire un mac and cheese à Lydia après, ce qui est une bonne utilisation de mon argent, je pense. T'aimes bien les trucs de zombies en général ? C'est un univers qui te parle Ça me parle, mais ça me fait extrêmement peur. C'est vraiment un des trucs qui me fait le plus peur. Du genre Walking Dead, j'ai pas pu continuer tellement j'étais flippée. Donc c'est un sujet qui me fait vraiment très peur, quoi. Et les zombies de Last of Us pour toi, parce qu'il y a plein de zombies, il y a plein de types de zombies différents. Dans Walking Dead, notamment ils cavalent hyper vite. Et dans World War Z, t'as un phénomène de horde dans le film, de groupe. Hyper impressionnant. Dans le livre aussi d'ailleurs, qui est une marée humaine, quoi. Donc t'as différents types de zombies plus ou moins creepy. Et puis moi par exemple, je sais que je suis plus sensible aux zombies infectés qu'aux zombies morts-vivants. Parce que le mort-vivant, je le mets tout de suite dans un truc un peu surnaturel où je suis là, ok, c'est vraiment genre. Enfin, c'est pas possible. Alors, je sais que, a priori, c'est pas hyper possible, The Last of Us non plus, mais il y a un côté un peu plus réel de. C'est plus des humains qui ont la rage. Et en fait, ça, c'est un truc que je peux m'imaginer. Et souvent, du coup, ils vont hyper vite. Ouais. Et ils font des vieux bruits. Et. J'aime pas trop. Du coup, pour toi, les zombies de Last of Us, dans la tier list des zombies, du moins pire au pire. Bah, franchement, c'est parmi les pires, hein, parce que en plus, comme ils sont infectés, ils sont un peu dégueux par un champi, ils sont hyper dégueux. Ouais, ils sont on le voit déformés, dans le premier épisode, cette forme finale. Exactement. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, cette forme-là, j'étais là. Ah oui, c'est vraiment un vieux tronc pourri en forêt, quoi. Mais ouais, c'est ça, ouais. Sauf que c'est un gars. Après, les zombies de la série sont un peu différents, enfin pour le moment en tout cas, de ceux du jeu vidéo. Mais ils vont vite, ils font flipper, ils font des bruits chelous. Ah. Est-ce qu'il y a différents types comme il y a différents types Left 4 Dead dans le jeu. Ouais. T'as genre ceux qui vont vite, ceux qui font du bruit, ceux qui sont... Oh là là. Oui. Pas fan de ça, quoi. Du coup, tu dis que t'as fini par arrêter le jeu parce que trop d'infiltration à ton goût. T'as été loin. En fait, après, je l'ai vu jouer par quelqu'un, donc je l'ai vu jusqu'au bout. Ok. Mais c'est pas moi qui jouais directement. D'accord, donc t'étais quand même là pour l'histoire. Ouais, j'étais là pour l'histoire. J'ai vu toute l'histoire. Après, le scénar est super bien. Hein, donc, c'est un jeu, je trouve, où tu peux vraiment te poser, tu regardes quelqu'un jouer, quoi. C'est vraiment top. Bah, du coup, c'est une bonne transition parce que ça amène un peu à ma prochaine question qui est... Donc moi, j'ai pas de rapport au jeu parce que j'ai pas joué au jeu, parce que je ne joue pas à ce genre de jeu. Mais du coup, je voudrais savoir, c'est quoi tes attentes par rapport à la série et notamment, à quel point ça a du sens pour toi de faire une série The Last of Us et à quel point t'as mis des attentes hautes sur ce projet, sachant que historiquement, les adaptations de jeux vidéo sont pas toujours ultra quali, quoi. C'est vrai. En vrai, moi, j'avais pas spécialement d'attente particulière. J'étais juste curieuse de voir ce que ça allait donner. Le début du jeu, il est quand même très cinématographique. C'est vraiment un truc où au tout début, c'est un couloir, quoi. Tu te laisses juste porter. C'est une très bonne narration sur quand tu es en train de vivre le début d'une infection de zombies, quoi. Donc c'est quand même c'est hyper marquant. Tu vois déjà bien comment ça peut être adapté en série, en fait, dans le jeu, parce que c'est déjà les plans, ils sont déjà là. D'ailleurs, il y a un plan dans la voiture où tu vois plein de choses qui se passent, et dans la série ils l'ont refait aussi, tu vois, tellement oui, apparemment, j'allais dire, il y a des séquences et des plans entiers de ce premier épisode qui sont calqués sur le jeu, et notamment cette scène de... Donc il y a Joel, Sarah et Tommy dans le van qui essayent de s'échapper de... Alors ils commencent à Austin, Texas. Ouais. Ils essayent de sortir de Austin, Texas. C'est la fameuse scène qui dans la série finit avec un avion qui s'écrase, ce qui apparemment... Ça, c'est une différence par rapport au jeu. Il n'y a pas d'avion. Car peut-être le jeu n'avait pas la HBO Money qui a dit vous mettez un avion, vous mettez un bon 747, les gars, pas un camion là. T'inquiète, on fait tomber un avion. Mais apparemment, cette scène, c'est du copier-coller du jeu vidéo. Mais du coup, ça veut dire que le jeu vidéo de base avait fait des choix très cinématographiques, quoi. Mais comme d'autres jeux le font, enfin, moi, pour le coup, j'aime bien l'infiltration, paradoxalement. Donc, j'ai fait les 3 premiers Metal Gear avec beaucoup de passion. Et c'est des jeux, bon, c'est Kojima, n'est-ce pas ? C'est des jeux qui sont très ciné et où t'as vraiment déjà, des fois, t'as 25 minutes de cinématique à la suite. Enfin, vraiment, tu peux poser la manette, te rouler une clope, aller te faire un sandwich, tu vas rien rater tant que t'as l'œil sur l'écran parce que t'as rien à faire en tant que joueur ou joueuse. Et aussi, c'est des jeux qui sont un vrai héritage de langage cinématographique où il y a des chants contre chants, où il y a des twists, où il y a... c'est très inspiré notamment des James Bond et tout. Et je pense que c'est pas... En fait, The Last of Us, ça a l'air d'être un jeu qui a été créé par un mec qui aime le ciné et les séries, en plus des jeux vidéo, quoi. C'est pas... Et il y a des gens sur le chat qui disent
Qui disait ça? Oui, Duchess Lord dit pour moi The Last of Us c'est un bon scénar mais un mauvais jeu. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent en vrai le gameplay en soi il révolutionne rien pour un jeu qui a fait autant de bruit, qui a autant plu, qui a donné lieu à une suite et à un DLC et qui donne lieu à une série télé à gros budget sur HBO avec des acteurs A-list. Bah en fait c'est peut-être plus une bonne histoire enfin il a plus révolutionné peut-être la narration de jeux vidéo que totalement. le gameplay de jeux vidéo qui a l'air d'être un jeu de survie infiltration action où voilà il faut trouver des objets, il faut aller de quête en quête, t'as des checkpoints, t'as des trucs à faire, t'as des tâches, des machins. Bon ça a l'air assez pour le coup moi quand je regarde des vidéos de The Last of Us je suis là ok j'ai compris comment on joue, j'ai pas envie de le faire parce que ça me fait pas marrer comme type de jeu mais j'ai compris comment on joue. Oui, totalement. Bah, c'est sûr que ça n'a pas révolutionné le gameplay, mais par contre, la narration, oui, c'était assez bien construit. Ok, et apparemment, la légende racontée par Neil Druckmann, qui est un des auteurs du jeu, l'auteur principal du jeu, et qui est à la co-création du coup de la série The Last of Us, donc il a gardé la main sur son bébé. Apparemment, l'histoire, c'est qu'il avait un cursus pendant ses études où son prof était pote avec George Romero, qui est le cinéaste qui a inventé en gros les zombies au cinéma. Pour résumer, c'est vraiment le papa du zombie au cinéma. Et il avait un exercice à faire avec George Romero sur pitchez-moi une idée d'histoire de zombies. Et il lui avait pitché cette idée d'histoire de zombies basée sur un champignon et tout, parce qu'il avait vu un truc genre National Geographic sur ce fameux champignon qui va dans la tête des fourmis et qui les contrôle. Bah oui. Et apparemment, George Romero avait été pas impressionné. Il était là en mode oui, ok, c'est un mec qui doit survivre et avec une fille, c'est genre ok, tu vois, c'est pas révolutionnaire. Et du coup, il a charbonné et il a fini par en faire un jeu vidéo à succès qui devient une série HBO. Donc j'ai envie de dire belle victoire sur la vie et sur George Romero, Neil Druckmann. On peut grandir de ses échecs et je sais pas à quel point il a modifié son histoire depuis, mais ce serait intéressant de voir ce qu'il a changé pour que ça soit moins un peu Osef Tir, tu vois, de la part de quand même le papa du game, quoi. Moi, la série, j'en attendais pas mal dans le sens où j'aime bien les zombies, pour le coup. Alors, ça me fait peur parce que c'est le but, mais moi, j'adore le motif on vit dans une société, tu vois. J'aime moins les zombies que la société qui entoure les zombies et la société post-apocalyptique et tout, ça me parle. Donc, j'aimais bien, alors pas trop la série, mais le comics Walking Dead, j'aimais beaucoup parce que j'aime bien ce truc de l'homme est un loup pour l'homme. Après, au 18e tome, au bout d'un moment, j'étais là, bon, ok, on trouve des humains, oh non ils sont pas gentils, ou alors ils sont gentils mais les zombies attaquent, on bouge, on trouve des humains, oh non ils sont pas gentils, c'était un petit peu redondant je trouve, mais j'aime bien ce motif et je trouve que ça fait longtemps, donc on a eu toute une période hyper zombie culturellement, où c'était ultra à la mode, on a eu Zombieland, on a eu du zombie sérieux, du zombie amoureux, du zombie ultra horrifique, du zombie infecté, du zombie vaudou, tous les zombies du monde, et on a un peu, je pense, on en a eu marre, collectivement, en tant que société, au bout d'un moment. Et du coup, je pense que le jeu The Last of Us 1, j'ai l'impression qu'il s'inscrit dans ce courant-là. En 2013, tout le monde adorait les zombies, il y avait les zombies walk et tout. En 2023, ça fait 10 ans. On est aussi maintenant en pandémie, ce qui était moins le cas à l'époque. Donc on a aussi un vécu assez direct à c'est bizarre dehors. Et enfin, tu vois, tout ce prologue de c'est bizarre dehors, il y a l'air de se passer des trucs graves et la télé, elle dit des trucs qu'on comprend pas trop et tout. C'est un peu genre, ok, est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Un petit peu moins en 2023. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne série de zombies. Et honnêtement, moi, j'ai pas vu beaucoup de bonnes séries de zombies. J'ai vu pas mal de bons films de zombies. Mais en série de zombies, bon, j'ai essayé Walking Dead, voilà, bon, ça devient pas très bien. Et après, il y avait des trucs un peu plus alternatifs. Notamment un truc avec Nicolas Hoult qui joue un zombie qui tombe in love et tout. Enfin, bon, un délire. Moi, il y avait un truc aussi qui était vachement bien qui s'appelait Dead Set. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'était une série anglaise, je crois, où ça commence comme une télé-réalité. Ils sont tous bloqués. C'est genre un zombie dans Big Brother. Ouais, c'est un peu ça. Et donc autour, invasion zombie de partout, mais eux, ils sont encore dans leur télé-réalité. Et du coup, ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a plus personne qui les filme. Et au fur et à mesure, c'est vraiment hyper bien. Donc une des meilleures séries zombies que j'ai vues, en tout cas. Je note Dead Set. Du coup, c'est noté. Et Silveric dit oui, c'était excellent. Ouais. Et il y a eu un spin-off brésilien sur Netflix. Incroyable. Génial. Et ça a vraiment été tourné dans les plateaux de Big Brother. C'est vraiment la meilleure idée, en vrai. Ah ouais, non, trop mais bon c'était bail. une super idée, vraiment, c'était parfait, quoi. Ok, je note. Car, ah oui, c'est In the Flesh, c'est ça. Peut-être la série avec Nicolas Hoult, je sais plus. Mais il y en avait une où il était un peu in love. Bref, moi j'aime bien les zombies et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bonne série de zombies. J'aime bien Pedro Pascal car je suis une personne humaine qui n'aime pas Pedro Pascal, finalement, je ne sais pas, je ne connais pas ces gens. J'aime bien Bella Ramsey qui était cool. Moi je l'ai vu que dans Game of Thrones où elle jouait, rappelez-vous, Lyanna Mormont, cette petite gamine badass, notamment dans la dernière saison, qui a eu une carrière brève mais intense.
au sein du nord de Westeros et qui a vraiment pas mal conquis le public. Qui a beaucoup marqué le public, c'est clair. Hein. Public qui en plus à ce moment-là était assez un peu semi-désabusé, un peu deck de Game of Thrones, donc elle a un peu sauvé les meubles sur la dernière saison. Et j'aime bien les darons dépressifs avec un stress post-traumatique qui retrouvent du sens à leur vie, tu vois, c'est un trope qui me parle. Et j'aime bien les trucs post-apo, enfin j'aime bien la route, tu vois, j'aime bien. Donc j'étais assez... J'avais pas mal d'attentes, mais j'avais une vraie interrogation qui était... En fait, j'ai l'impression que ce scénar, dont je connais encore une fois les grandes lignes, mais pas les détails. Donc je sais comment ça finit, en soi, The Last of Us. Donc je sais a priori comment... La série a l'air prévue pour 2 saisons. Je sais comment la saison 2 va finir, si c'est la fin du jeu, et qu'ils la changent pas. Mais j'ai pas tous les détails, clairement. Genre là, je pourrais pas te dire, oui, je sais que machin va mourir, que truc et tout. Franchement, j'ai très grandes lignes. Je n'en sais pas autant que toi. Mais j'avais un peu l'impression de ce que j'en ai vu, que c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est un scénario relativement classique d'histoire de zombies pour un film ou une série. Mais dans un jeu, j'entends que peut-être que c'est la première fois que c'était fait aussi bien. Je sais que y a beaucoup de jeux qui mettent moins l'accent sur la narration que sur le gameplay, justement. Et que du coup, un jeu qui a une bonne histoire un peu cinématographique, ça fait toujours parler de lui. Que ça soit révolutionnaire ou pas en termes de scénario, ça fait parler de lui. Mais du coup, mon interrogation, et qui va continuer, je pense, au fil des épisodes, c'est est-ce que c'est vraiment aussi dingue que ça comme scénario pour une série, ou est-ce que c'était bien pour un jeu, mais en fait pour une série c'est peut-être un peu classico, on va dire. Pour l'instant il y a rien qui s'est passé qui m'a fondamentalement surprise, à part le truc des zombies champignons. Vraiment j'étais là, c'est malin les champignons, j'avais pas pensé. Alors encore une fois un indice, j'aime bien les champignons. Donc je sais qu'il y a des champignons qui rendent les fourmis zombies et c'est passionnant, et je sais qu'il y a plein de champignons qui font des trucs plus ou moins bien, mais en tout cas impressionnant à l'échelle du monde, et que c'est un élément du vivant assez inclassable qui est fascinant à plein de niveaux. Mais j'avais jamais pensé à une épidémie de zombies causée par des champignons. Donc ravie de cet arc, et curieuse de voir si le reste va me surprendre ou si ça va rester un petit peu classico, quoi. Mais après, pour rebondir sur ce que tu dis, moi je pense vraiment que c'était pas évident d'avoir vu ce genre de narration dans un jeu. Ça, c'est clair. Puis le fait que dans un jeu tu puisses incarner différents persos, et que tu commences par exemple par incarner un perso auquel tu t'attaches du coup, et qui va mourir peu de temps après, forcément tu as une implication émotionnelle qui est différente, et je pense que ça c'était vraiment très très réussi. C'est vraiment la narration qui a marqué ce jeu. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant en fait, la question c'est, ok, dans une série, si on te montre un personnage de jeune fille pendant un quart d'heure et qu'on le tue, t'es là en mode ok, mais je m'y étais pas vraiment encore attachée, c'est assez nouveau. Et là du coup le choix qu'ils ont fait, c'est de prolonger ce prologue où en fait on a toute une partie avant, tu te dis le jeu ça commence, elle se réveille, et en fait on a quand même genre 20 minutes d'épisode avant qu'elle s'endorme, où elle va réparer la montre de son père, on les voit prendre le petit déj et tout, et en fait c'est elle le personnage principal, quoi. Ça s'ouvre sur ses yeux, on la voit aller en cours, lui on le voit pas aller au boulot, tu vois, on le suit pas, et je pense que c'est comme ça qu'ils ont essayé de nous amener l'empathie et l'implication émotionnelle de si tu crois pas à ce personnage, du coup tu vas pas t'attacher à lui, et ça va pas être très important quand il meurt. Tu vas juste dire ok, c'est un père qui a perdu son enfant, donc de base évidemment c'est triste, mais tu vas peut-être pas le ressentir. Il me semble que dans le jeu, je sais pas si il marche mon micro. Ouais, il marche le micro. Il me semble que dans le jeu, tu vois pas toute cette partie. En fait, tu vois qu'elle offre une montre à son père parce que c'est son anniversaire et tout, mais tu vois pas la partie où en fait elle va la réparer, tu vois, où où elle lui pique de la thune pour la réparer elle-même. Mais parce qu'en fait lui il prend pas soin de lui, et du coup il va pas réparer sa montre. Voilà, exactement. Et il bosse tellement que en fait c'est elle qui fait tout. Elle fait le petit déj, elle s'occupe de lui en fait. Et là ils ont rajouté du coup un background à la fille qu'on n'avait pas dans le jeu, je pense. Enfin, si je m'en rappelle bien, ça fait longtemps que j'y ai joué, mais c'est vraiment, tu commences, c'est quasiment la nuit, tu vois, et donc elle lui offre la montre, et puis après, elle se réveille et il est plus là, et tu vois, c'est un peu... Après, c'est comme dans la série. Mais ça en vrai c'était angoissant dans la série, quand elle se réveille à 2 du mat et elle appelle son père, il est pas là, j'étais là en vrai. Mais dans le jeu aussi c'était l'angoisse. C'est pour ça que je joue pas à ce genre de jeu, c'est aussi nonobstant le fait que j'aime pas savoir viser et je me trompe de bouton, et j'aime pas les jeux où t'es dans l'urgence, où genre il faut faire un truc précis et vite et prendre une décision très vite, mais aussi parce que les jeux vidéo d'angoisse ça m'angoisse de fou.
parce qu'en fait il faut être acteur du truc, genre Ah bah, il faut tourner ta lampe torche pour voir le fucking mec girole au mur là, que je déteste, que j'ai déjà pas hyper bien vécu dans la série, mais je me suis dit mais dans un jeu, mais j'aurais vraiment lancé ma manette par terre. Mais dans le jeu c'est encore mieux parce que vraiment tu le vis quoi, c'est au fur et à mesure t'entends les sirènes, t'entends que dehors ça s'agite. Je crois qu'à un moment t'allumes la télé, tu vois qu'il se passe des trucs, en fait c'est de pire en pire, tu vois, et jusqu'au moment où le Joël rentre dans la maison, et là bon bah il essaie de prendre les choses en main et il te dit bon bah ne sors pas, enfin on va sortir ensemble, faut qu'on parte, et en fait au début tu comprends pas ce qui se passe quoi. Ouais, donc t'es vraiment et perdu, tu vis le truc comme le vit Sarah quoi, donc c'est bien fait. C'est ça qui fait que tu t'attaches autant au perso quoi, c'est fou. Merci beaucoup Braxpo pour le sub. Il y a Gpif qui dit, si je me souviens bien dans le jeu, la complicité entre les deux, donc entre Joël et Sarah, passe par la résolution d'énigmes. Genre, ils poussent une caisse et elle monte dessus pour faire un truc, etc. Ah ouais, ok, ça j'avais un peu oublié. Qui fait peut-être partie de comment ils se mettent en route du coup pour sortir de cette ville qui est extrêmement chaotique. Une des questions qu'on m'a posées, c'est à quel point ça fait peur, la série. Parce que moi, je suis un peu dans la team flippette. J'aime bien les zombies, j'ai vu pas mal de films de zombies. Et je commence à avoir vu pas mal de films d'horreur, mais c'est pas le genre que je préfère. Et dès qu'il y a des jumpscares et tout, je suis là. En fait, ça me fait chier, c'est pas agréable pour moi. Toi, t'es comment par rapport à l'horreur, en général ? Ça dépend des sujets. Les zombies, c'est pas un truc... je suis pas méga à l'aise avec les zombies. C'est tous les trucs genre un peu fin du monde. Quand il y a pas d'espoir et tout, c'est un peu dur. Okay. Mais c'est plus moralement que vraiment j'ai très peur, tu vois. C'est plus le fait que... C'est pas les jumpscares qui vont te toucher, c'est plus... Non, c'est plus le fait que les persos, ils ont pas d'espoir de s'en sortir, en fait. Tout semble... perdu, tu vois, quand ils arrivent, quand ils sortent, ils sont dans la voiture, qu'ils arrivent en ville et qu'en fait, tout le monde s'attaque, il y a pas dans la série l'avion s'écrase, enfin c'est horrible en fait, tu sais pas, tu te dis pas tu te dis comment s'en sortir en fait. Donc moi c'est plus ça qui me fait peur que le jumpscare en tout cas. Ok, donc en effet, il y a une tension, pour le coup, qu'on peut pas... C'est une série tendue. Ouais, c'est ça. C'est une série angoissante où, oui, il y a des... En tout cas, dans ce premier épisode, il y a quelques motifs un peu horrifiques. Notamment, alors, il y a une scène où il y a la vieille dame en arrière-plan, là. Alors horrible. Ça, c'est horrible. Mais ça, c'est parfait comme scène. Mais ça me va, tu vois, mais j'ai détesté, quoi. Non, mais ça, c'est parfait comme scène. C'est vraiment... je crois qu'il y avait une scène aussi dans Hérédité où t'as des trucs comme ça en fond qui se passent et c'est flouté. Dans Hérédité, t'as beaucoup de genres... Donc, c'est un film d'horreur de Ari Aster, qui est un film assez arty, que j'ai vu mais pas aimé. Et en même temps, j'ai tout regardé et j'étais là... Qu'est-ce que je viens de voir ? What the fuck ? Bref. Ouais. Et effectivement, des fois, t'as un plan sur un perso qui est en gros plan, en plus, limite un peu déformé, comment on dit, fisheye, là. Et tu te rends compte au bout d'un moment que l'ombre sur le mur, elle se déplace, parce qu'en fait, c'est pas une ombre, c'est genre quelqu'un qui est en train de ramper au plafond. Et moi, pour moi, c'est la pire chose. Et moi aussi, pour moi, c'est la pire chose. Et en plus, c'est flou, en fait. Donc, vraiment, déjà, la vieille dame... Et en même temps, t'as pas envie que ce soit net. T'es là en mode... non, bien sûr, frère. Mais les vieilles dames, bon, il y en a plein dans les films d'horreur, les vieilles dames en fauteuil roulant. Dans ça, chapitre 1, il y a une scène très similaire dans la nouvelle adaptation au ciné de ça qui est sortie là, en 2018, je dirais 2020 ou un truc comme ça. Dans le chapitre 1, il y a... dans le 2. Il y a un perso qui va chez une vieille dame, qui va dans la maison où il a grandi, et il y a une vieille dame qui habite là. Et en fait, la vieille dame, ce qu'on sait pas, c'est que c'est le clown, donc le clown de Sam, mais sous une autre forme, parce que c'est un monstre protéiforme. Et du coup, à un moment, le perso, il fait sa vie, il se balade dans la maison en mode souvenir et tout. Et tu vois juste à un moment, genre la vieille dame qui court derrière, qui traverse la pièce en courant et qui est à poil. Et c'est juste ça, c'est juste une vieille dame à poil. Et c'est horrible, j'étais là. Fuis, sors, t'as plus le temps, la clepsydre. Vraiment horrible. Donc j'ai eu plus peur de la vieille dame dans The Last of Us, dans le pilote, que de quand la vieille dame, elle se jette sur elle pour l'attaquer, par contre, qui est un motif en mode, ok, c'est... Encore une fois, c'est genre un humain qui a la rage. C'est ça, même si ça c'est court flippant vite, aussi. Ça fait du bruit. Moi, j'aime pas trop les mouvements un peu désincarnés, tu vois. Désarticulés, moi aussi, les déformations corporelles et tout. Surtout que là, en plus, elle a quand même des choses qui sortent de la bouche, quoi. Ça rajoute au côté... Alors ça, c'est nouveau, apparemment. Ouais. Parce que visiblement, dans le jeu, l'épidémie se transmet par des spores, donc dans l'air. Ce qui fait que les persos portent des masques, des masques à gaz. Bon, tu payes pas Pedro Pascal pour lui faire porter un masque à gaz dans la vie. Pourtant, il a porté un casque pendant longtemps. Apparemment, dans Mandalorian, c'était un sujet. Donc là, HBO a fait TKT même pas. On a fait de ce gars Oberyn Martell. On sait pourquoi on le paye au bout d'un moment. C'est pour son talent, bien sûr. C'est aussi pour
Pedro Pascal, s'il vous plaît. Il ne fera pas comme Tom Hardy qui a passé sa carrière entière à se faire cacher le visage qu'il a fort joli. Pedro Pascal, on le voit. Et je pense qu'il y a aussi un truc de... Peut-être qu'en Covid et tout, on n'a pas envie de voir des trucs avec des gens masqués. Et puis juste, ça n'a pas de sens cinématographiquement. Oui, puis c'est plus original de le faire autrement, en fait. Parce que le coup de c'est dans l'air, c'est quand même un truc qui a été déjà usé pas mal de fois, quoi. Ah bah bonjour le chat. Ah, le chat est là. Et apparemment, il y a un vrai truc aussi de... scientifique, on va dire, de en fait s'il y avait des sports viens le chat, bonjour, s'il y avait des spores toxiques de champignons dans l'air, genre en fait il faudrait vraiment porter un masque tout le temps, tu peux pas avoir de zone protégée, tu vois, genre c'est pas possible, tu peux juste jamais enlever ton masque, donc ça marcherait pas. Du coup ils ont décidé de faire ces tentacules de champignons. Bonjour, c'est Momo le chat qui se balade. De faire ces tentacules de champignons qui sortent de la bouche des gens. Et où du coup ça a l'air d'impliquer plutôt un danger de morsure, ce qui est assez classico pour le motif du zombie. Donc il y a pas l'air d'avoir cette idée de ils vont te bouffer. Genre ils ont pas l'air de les infectés dans The Last of Us ont pas l'air de vouloir manger les gens. Mais moi, on dirait que le danger vient de la bouche quand même. Moi je trouve qu'on dirait qu'ils aspirent quand même ils aspirent un truc quoi, parce qu'ils sont quand même penchés sur oui, mais enfin peut-être qu'ils les mordent mais ils les mangent pas, tu vois, il y a pas ce truc de ils vont consommer ta chair qui est un motif quand même très dérangeant du zombie. Attendez, j'enlève mon chat quand même car le setup est fragile. Moi j'avais plus l'impression qu'ils aspiraient un peu le sang, tu vois, à travers les peut-être parce que quand même ils sont tous blessés et tout donc je sais pas. C'est vrai que ça fait des petits fils. C'est vrai que c'est pire que tout, en fait, ces trucs-là de petites tentacules. Hein. Ça rappelle les racines. C'est un visuel très dérangeant. Oui, on dirait des tubercules de pommes de terre, un peu plein la bouche. Ou des pattes d'araignée. Enfin, c'est visuellement hyper intéressant. Et j'aime bien qu'à la fin du pilote, on sait pas vraiment comment l'infection elle marche, tu vois. Genre, on sait qu'il y a des gens infectés et d'autres non. On sait qu'ils ont un test, puisque c'est un sujet du premier épisode. Ce test qui dit si t'es contaminé ou pas, mais sur quoi il se base, on sait pas. Ça a l'air d'être un genre de micro-prise de sang dans le cou, mais à part ça, on sait pas. Mais justement, ça fait partie aussi... Est-ce que tu peux te prévenir d'être contaminé ? Est-ce que, tu vois, si tu te fais... Alors à un moment on voit un panneau quand il y a cette horrible scène du gamin qui arrive à Boston et qui se fait tester et malheureusement la réponse est positive, donc négative. Il y a quand même un plan très clair sur une affichette qui dit si t'es mordu au visage t'as tant de temps, si t'es mordu au bras t'as tant de temps, si t'es mordu à la jambe t'as tant de temps, et genre t'as jamais plus de 24 heures. Ce qui va devenir important quand on comprendra que une certaine Ellie a été mordue il y a plus longtemps. C'est ça. Mais je sais pas vraiment comment ça... Genre si t'es mordu au doigt et que tu coupes la main tout de suite, est-ce que ça marche ou pas, tu vois, genre on sait pas, c'est un truc très nébuleux pour l'instant cette infection. Cette pandémie. Après, on en voit dans la série qui ont des moignons, qui ont des doigts coupés, tu vois, donc on se dit que peut-être c'est des gens qui se sont peut-être coupés des membres parce qu'ils venaient de se faire mordre. Hein. Enfin, je sais pas, du coup, on sait pas trop quoi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y a un ou deux... Ils ont des moignons quand même. Il y a Wade qui dit on voit beaucoup de personnes amputées. En effet, j'avais oublié, il y a un gros plan notamment sur un gars qui a les doigts coupés. Ouais. Et aussi, je dirais, pour en rajouter dans l'horreur, c'est quand même pas souvent qu'on voit des enfants mourir dans des séries ou dans des films. Là, quand même, il y en a deux, quoi. Ouais. C'est émotionnellement, c'est un peu lourd, quoi. C'est vraiment... voilà. Et j'ai hésité. J'ai mon ami Fabrice Florent qui a regardé The Last of Us, donc il a pas joué au jeu pareil. Et je lui ai dit, j'ai hâte d'avoir ton avis de daron, parce que c'est clairement une histoire de daron. Et il a un podcast qui s'appelle l'histoire de daron et tout, genre c'est vraiment ça, c'est son boulevard. Et en même temps, j'étais là. Et il a une fille. Il a 2 filles et il a une fille qui a 14 ans, tu vois, qui a vraiment genre l'âge de Sarah. Et j'étais là, est-ce que je suis censée lui dire ? Est-ce que je devrais lui dire trigger warning, mort d'adolescente dans les bras de son père, parce que maybe ça va être dur pour lui. Et au final, c'est un grand garçon, tu vois, il regarde de la fiction. Je lui ai pas dit. Il m'a dit, ok, en tant que daron, oui, c'est intéressant. Mais ouais, et pour le coup, c'est émotionnellement dur. Oui, c'est super dur. Moi, j'avais beau le savoir, j'ai pleuré quand même, quoi. Ouais, franchement, c'était bien fait comme scène. Je l'avais vu dans la version jeu parce que du coup, je l'avais vu sur YouTube. Et pour le coup, ça, je l'avais pas oublié. C'est quand même le motif principal du début du jeu. Et je trouve que c'est hyper intéressant que ça soit pas l'épidémie qui la tue. C'est un soldat. Ouais, c'est clair. Ça fait partie du truc et ça annonce aussi un peu la suite après de les militaires en fait ont pris le pouvoir et ça devient un état totalitaire et du coup il y a des gens qui se battent contre ça et c'est hyper intéressant. Ça rajoute au côté injuste parce que tu te dis oui en fait ils veulent juste s'en sortir. Nous on sait qu'elle a pas été mordue. Oui. Elle pourrait totalement survivre, tout comme on sait qu'après lui il a survécu donc elle aurait pu survivre elle aussi, mais elle est tuée par quelqu'un qui exécute les ordres de manière très aveugle et qui s'excuse, genre il dit sorry et juste après et qui s'excuse. Non mais c'est pire que tout en fait. Je pense que c'est
c'est vraiment la situation qui fait que c'est émotionnellement tellement chargé, parce qu'en fait, du coup, c'est quand même un humain qui tue parce qu'il exécute les ordres, une famille, enfin un père et sa fille qui sont pas infectés, quoi. Donc c'est hyper dur, quoi. Du coup, bon, pour la question, est-ce que ça fait peur ? En vrai, ça va. En termes de flip, si vous aimez pas les trucs d'horreur et tout, en vrai, ça va. On n'est pas sur du jump scare, en tout cas sur ce premier épisode. On n'est pas sur beaucoup de scènes de les personnages évoluent dans l'obscurité, on sait pas ce qu'il y a derrière la porte, ils sont traqués. En soi, il y a pas tellement d'attaques de zombies dans ce premier épisode, en tout cas d'attaques ciblées. Il y a le chaos partout, mais il y en a un peu, mais pas beaucoup. Ouais, pas tant de persos qui se font courser longtemps par un zombie. Par contre, émotionnellement, c'est dur. Ah bah ouais, c'est clair. Et moi, je pense que dans la suite, il va y avoir des scènes plus flippantes, un peu plus horreur classique. Je vais pas spoiler, mais ouais. Le pilote, ça va. Voilà, et d'ailleurs, c'est une bonne question là que je vois. C'est toi, par contre, après, je pense qu'il y a eu tellement de promos autour de ça, mais quand tu vois l'épisode et que tu n'as jamais joué au jeu, est-ce que tu t'attends du coup à ce que Sarah ce soit un personnage principal ? Et est-ce que tu voyais pas la mort venir ? Je sais qu'elle meurt, et en plus, même si j'avais pas su qu'elle meurt, la promo a été très claire sur le fait que c'est Ellie et c'est Bella Ramsey. Donc tu dis, bon, je savais que c'était pas elle. Par contre, je me serais peut-être dit ils vont être séparés, ce qui lui arrive avec Tommy. Alors, et en fait, là où on en est, je sais pas quand est-ce qu'il a retrouvé. Enfin, si, il retrouve Tommy, mais est-ce qu'ils ont tout vécu ensemble ou est-ce qu'ils ont été reséparés et tout, on sait pas. Donc j'aurais pu me dire, ils vont être séparés l'un de l'autre. Peut-être l'armée va dire ok, on protège votre fille mais pas vous, tu vois, parce que vous êtes un adulte, et il va devoir la retrouver et ça va être ça la quête. Et entre temps il récupère cette autre gamine qui lui rappelle sa fille, mais il se trouve que je savais qu'elle mourait parce que c'est comme c'est aussi un motif classique, tu vois. C'est comme dans Sixième Sens, en vrai le twist tout le monde le sait, quoi. Oui, là on en est au point où ça a trop imprégné la culture en fait. Genre je peux pas ne pas savoir que il y a une scène déchirante au début de Last of Us et que s'il y a une scène déchirante au début d'une série sur un père et sa fille, c'est probablement qu'il y en a un des deux qui survit pas. Et pour le coup, je sais que Joël, c'est Pedro Pascal, donc a priori, il va être là. C'est sûr. Ah, il y a Little Volpe qui dit c'est un peu dommage qu'il n'ait pas remis, donc par rapport au jeu, la fameuse phrase qui glace le sang du soldat à son supérieur avant qu'il ne tire sur Joël et sa fille, où il dit mais il y a une enfant. C'est vrai qu'il dit ça. Alors c'est intéressant parce qu'en fait ils l'ont mise, mais c'est Tommy qui le dit à Joël quand il passe. Donc ils sont dans le van en train de conduire à toute balle et ils croisent une famille qui est sur la route et qui leur fait des grands signes. Ah oui. Et Joël il dit continue à conduire. Et Tommy lui dit mais ils ont une enfant. Et Joël il dit bah nous aussi. Oui. Et d'ailleurs scène super importante parce que effectivement on voit qu'en fait Joël il pense à sa famille d'abord et il pense pas forcément aux autres. C'est vraiment pas du tout quelqu'un qui est empathique ou alors quelqu'un qui est généreux. En fait, il n'y a que sa fille qui compte et c'est tout. Et c'est assez important pour la suite. Est-ce que dans le jeu, alors sans spoiler du coup, c'est quoi le contenu, mais est-ce qu'on finit par savoir c'était quoi sa vie d'avant ? Parce que là, on sait que juste avant l'apocalypse, il bossait dans la construction, visiblement dans le bâtiment. Mais bon, ça avait l'air d'être un job plus alimentaire qu'autre chose. On sait que la mère de Sarah a pas l'air d'être dans le décor, mais est-ce qu'ils sont divorcés ? Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce que, enfin voilà, on sait parce que il a fait un enfant tout seul a priori, il y a peu de chance, mais peut-être. On voit que sur le van il y a un autocollant de vétéran donc il a fait que quelqu'un a fait l'armée, mais je pense que c'est le van de son frère de Tommy. Donc mais en même temps il a l'air d'être à l'aise avec les flingues et tout, Joël, enfin tu vois. Ou alors c'est lui, et tu vois il croise un soldat et alors il lui parle pas en langage tactique, tu vois, mais je sais pas, genre je suis là en mode c'est quoi comment il est devenu Joël le survivant, est-ce qu'il a un background de combat, est-ce qu'il a été militaire et tout. Est-ce qu'on sait à un moment c'était quoi sa vie d'avant, dans la série, la mère de Sarah et tout. J'ai pas souvenir de ça du tout dans la série, sincèrement. Vraiment pas du tout, quoi. Donc j'imagine que dans le jeu, donc j'imagine que dans la série ils vont creuser un peu plus ce côté-là, tout comme ils ont creusé un peu plus le perso de Sarah par exemple. Oui. Je pense que du coup ils vont rentrer plus dans les détails. Dans le jeu, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu genre des flashbacks ou ce genre de trucs. Okay. Donc non, on n'en sait pas grand-chose sur lui. Ce qui peut aussi être un vrai choix, tu vois, de genre sa vie d'avant n'a pas d'intérêt. Et pour le coup, il y a John Kaiser qui dit dans le jeu, il me semble pas. Ouais, je crois pas non plus. Ok, ça m'a pas marqué en tout cas. Donc on connaisse pas sa vie d'avant. C'est vraiment un truc de... En fait, peut-être c'est pas important parce que c'est ça maintenant, sa vie. C'est ça, sa vie, elle commence à ce moment-là, quoi. Donc, mais déjà d'avoir survécu 20 plus, ans en tout cas. À un chaos total, si lui il a pas genre d'entraînement militaire et tout, je suis là, ok. Un petit mélange de chatte et de compétences innées quand même. Mais après, c'est peut-être aussi son côté, comme tu dis, il pense à sa famille d'abord et en fait, il hésite pas à pas prendre des risques pour sauver d'autres gens parce que c'est généralement
comme ça qu'on meurt. Ouais, c'est ça, parce que là, clairement, il y avait de la place dans sa voiture pour prendre la famille qui était sur le côté de la route. Sa fille, elle dit, mais on aurait pu les mettre avec moi sur la banquette et tout. Mais en même lui, temps, vraiment, tu les prends, il y en a un qui mord ta gamine et c'est ciao, quoi. C'est ça, exactement. C'est compliqué. Est-ce que plus tard, ils vont creuser l'histoire d'Ellie aussi? On sait pas. Et ça, je sais que pour le coup, il y a un DLC sur Ellie qui raconte sa vie enfin, un petit bout de sa vie avant qu'elle soit au stade où on la rencontre dans la série, du coup, qu'elle rencontre Joël, on va dire, qui apparemment est très, très, très émouvant aussi. Et qui, du coup, si j'ai bien compris, développe aussi le personnage de Marlene, donc la meuf des Fireflies, des Lucioles qu'on voit dans cet épisode. Des Lucioles. Et où dans cet épisode, on comprend qu'Ellie et elles se connaissent d'avant. Parce qu'elles font 2 ou 3 phrases où t'es là en mode ok, c'est clairement vous avez un rapport de base qui a l'air un peu mentor et ado caractériel avec du respect mais aussi pas mal d'opposition. Et peut-être que du coup, comme il y a eu un DLC là-dessus, on aura une histoire plus creusée pour Ellie. C'est ça. On voit déjà qu'il y a une relation aussi entre les deux, hein, donc dans la série c'est un petit peu évoqué, quoi. Oui, et en même temps, potentiellement, je sais pas si elle va revoir Marlene un jour, tu vois. Genre là, elles sont parties. Elle est pas. Oui. Et tu vois, elle est partie avec Joël et Tess. Marlene, elle est restée à Boston et elle a aussi pris une balle dans le bide. C'est quand même une info. Donc potentiellement, la go, en fait, 2 heures après, elle est ciao. Donc je sais pas du tout si elles vont se recroiser. Mais en fait, si elles se recroisent pas et qu'on n'en sait jamais plus, à part que visiblement elles se connaissaient d'avant, ça me va. Tout comme si on sait pas la vie de Joël avant, ça me va aussi. Tu vois, c'est aussi c'est aussi un motif du post-apo que quand les gens ils meurent parce qu'il y a pas trop la mémoire des choses et il y a pas d'archives, tu vois, on laisse moins de traces sur Terre. Donc ça me va. Globalement, t'as kiffé ou pas? Globalement, oui, c'est clair, c'est une très très bonne adaptation. C'est assez sobre, les effets des zombies sont cool. Moi, j'ai adoré le zombie sur le mur avec tous les champis là. On va l'appeler Monsieur très Girol. Graphique. Comment? Monsieur Girol. Monsieur Girol, voilà. Ok. Non, mais c'est ultra graphique, c'est assez cool. Ça m'a fait penser à... Je sais pas si t'as vu ce film Annihilation. Non, parce qu'il était très... tu m'étonnes, il fait flipper, hein, mais c'était aussi ce côté organique, floral, ou tu vois, organique, là, en l'occurrence, champignons. Et dérangeant de fou, quoi. Et super dérangeant, parce que le côté horreur, plus un truc qui n'est pas du tout censé être horrifique, genre le champignon, ou alors genre les fleurs, tu vois. Dans Annihilation, c'était surtout des fleurs. Franchement, c'est graphique, quoi. Je trouve ça assez beau. Oui, donc, moi aussi. Et en même temps, c'est aussi, je pense que c'est intéressant que cette forme très très monstrueuse. Donc jusque-là, tout ce qu'on a vu, c'est des gens avec des tentacules de pommes de terre qui sortent de la bouche, quoi. Des tubercules de pommes de terre. Donc c'est pas des petites pattes d'insectes. Très agréable à regarder, mais ça va. Et là, il y a un côté genre oh fuck, ok, ça peut devenir ça. Et en même temps, la première fois qu'on est confronté à cette forme finale de l'infection, c'est pas avec un zombie qui essaye d'attaquer quelqu'un, c'est avec un truc qui est déjà mort parce que du coup il a plus d'intérêt pour le champignon qui l'habite et qu'il leur fait pas peur, enfin il les surprend, ça les surprend de le voir mais ça leur fait pas peur, donc on voit qu'ils en ont déjà vu pas mal et ils savent qu'ils présentent plus aucun risque. Et du coup il y a un truc très mélancolique, je trouve, de mais c'est quoi ce reste d'humain qui est plus vraiment humain mais qui est peut-être... c'est ça, hein. Du coup ça fait des années qu'il est plus humain et peut-être que là, maintenant qu'il est mort, il est redevenu humain. Et il y a une longue scène où Joël il reste avec sa lampe torche sur lui et il le contemple et j'étais là, c'est trop bizarre, quoi. Mais encore une fois, c'est aussi un truc de film de zombies, d'avoir des persos qui quand ils sont à distance raisonnable d'un zombie le regardent longtemps parce qu'il y a un côté genre c'est presque moi, tu vois, ça pourrait être moi, c'est le truc que j'ai plus peur de devenir, mais et là il y a aussi un côté la nature reprend ses droits aussi, tu vois, c'est il y a un côté le champignon t'a bouffé de l'intérieur et en fait tu redeviens une plante, quoi. Et du coup, peut-être qu'il y aura que des plantes partout, quoi. Ouais, tu reviens dans l'écosystème. C'est ça, tu reviens dans le... Exactement. Et c'est une des... Alors, je sais pas du tout si dans le jeu, il y a une thématique écolo, un petit peu. Mais donc, c'est une série qui a été co-créée par Craig Mazin, qui a été notamment showrunner de Tchernobyl. Incroyable série, extrêmement pas bonne ambiance du tout aussi, sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, n'est-ce pas ? Et c'est lui qui a amené ce prologue années 60 avec des scientifiques qui parlent de... Et si jamais ces champignons qui prennent le contrôle des fourmis, ils prennent le contrôle des humains. Et ce qu'il amène le scientifique, c'est que ça pourrait venir du réchauffement climatique. De si jamais nos températures gagnent quelques degrés. C'est vrai qu'ils ont connecté alors le réchauffement climatique, ils ont connecté aussi
l'idée de pandémie, quoi, le truc qui peut vraiment le côté mondialisé Exactement. aussi. Le truc et on est dans un monde ça avait été amené sur le chat quand on parlait de est-ce que Joël il a un background militaire. On est dans un monde qui est immédiatement après le 11 septembre 2001. Ouais. On est dans les États-Unis de 2003 au début. Donc il y a aussi ce truc de potentiellement terrorisme biologique et tout, et il y a tout ce contexte anxiogène, quoi. Mais je sais pas à quel point, qu'est-ce qui est dans le jeu ou pas. Ils ont fait le choix là par exemple de se faire passer la série en même temps que nous, donc en 2023. Oui. Alors que dans le jeu c'était 10 ans plus tard, il me semble, c'était en 2030. 2033, un peu plus futuriste. Oui, c'était plus futuriste et on retrouve de toute façon l'esthétique post-apo, donc que moi j'aime beaucoup, mais les grands immeubles comme à la fin là qui sont pétés. Moi j'adore. Tu me mets des gratte-ciel à moitié écroulés avec des plantes dessus, je suis là. C'est ça, hyper. Est-ce que t'as vu le détail de cette scène de fin? Moi je l'ai vu parce que quelqu'un a zoomé dessus sur Reddit. Ah, c'était quoi? Où donc t'as le plan avec la foudre qui éclaire les gratte-ciel, et en fait sur un toit à mi-hauteur dans le coin, t'as un infecté mais à une forme plus avancée que ce qu'on a déjà vu, parce qu'il a une tête un peu son crâne il est un peu champignonesque déjà, qui s'avance vers le bord et qui crie sous l'orage en mode en vrai on dirait un peu un gars de Mad Max Fury Road, tu vois, il a l'air genre bien allumé, ou un démon de Constantine, le film avec Keanu Reeves, pour sortir des petites références cinéphiles, voilà. En vrai on dirait pas comme ça, mais c'est un bon film, c'est vraiment un bon film. Parce que moi dans ma tête c'était pas du tout un bon film, mais... En vrai en vrai non, il est bien, franchement c'est un 7 sur 10. Easy, il est quali. Il y a Rachel Weisz et tout, c'est super. Regardez Constantine. Mais du coup t'as aussi cette idée de non seulement ils vont vers la destruction, mais il y a littéralement le danger qui rôde dedans, et puis je crois qu'il y a un panneau qui dit attention, vous quittez la zone protégée, vous entrez maintenant dans le danger. Mais moi comme toi, le brutalisme post-apo, je suis là. Voilà, c'est une esthétique quand même qui est très belle, et là ils l'ont vraiment parfaitement reprise, et du coup j'avais pas vu ce détail de forme évoluée de honnêtement, zombies, mais effectivement, à part sur une télé vraiment très très 4K, et en regardant au bon endroit, genre même sur la vidéo qui disait regardez j'ai zoomé, je l'ai vu, j'ai regardé la vidéo 3 fois parce que j'étais là, qu'est-ce que je suis censée voir? Après comme vous le voyez j'ai des binocles donc j'ai pas une très bonne vue. Est-ce que t'as un passage préféré dans ce premier épisode, un moment où tu t'es dit ah yes? Passage préf, de toute façon je pense que c'est le passage qui m'a le plus marqué, c'est la mort de Sarah, quoi. C'est tellement dur, c'est tellement horrible, et puis on retrouve bien exactement ce qu'on avait ressenti pendant le jeu, quoi. C'est assez horrible, quoi. Et on montre tout, en plus on la montre agonisante, quoi. Donc c'est... Oui, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup aussi de l'émotion qui venait de la douleur qu'on ressent. Enfin, des fois juste les persos ils se prennent une balle et ils sont morts. Ou alors ils se prennent une balle et ils disent Daddy, et après ils meurent. Là t'avais un vrai côté organique à sa douleur, où dès qu'il essaye de la bouger, elle est là non, tu touches pas et tout. C'est dur quand même. Ah ouais, c'est ça. Et puis en plus on nous l'a montré avant, bien sûr, un perso hyper gentil, hyper qui prend soin, tu vois. Bon élève et tout. Bon élève, hyper gentil. Enfin vraiment, c'est le perso qu'il fallait pas tuer, c'était elle, quoi. Donc ça rend le truc encore plus horrible. Et puis évidemment Joël, le Pedro Pascal qui joue hyper bien, quoi, ce passage. Donc oui, et pour moi il me semble que c'est le premier moment où on le voit vraiment perdre pied, parce que jusque là, même quand c'est le chaos et qu'il y a littéralement un avion qui vient de tomber sur la route et des gens, alors on sait qu'il part libérer son frère sous caution parce que son frère s'est retrouvé dans une bagarre. C'est ça. Et il se passe 3 heures je crois avant qu'il rejoigne Sarah. On sait pas ce qui s'est passé pendant ces 3 heures. Du coup, ils sont sortis de garde à vue, ils ont traversé la ville dans cet état-là. Ils ont vu le bordel. Ils ont dit ok, on va chercher la gamine, mais on sait pas ce qu'ils ont traversé pour être déjà à peu près au courant de à quel point c'est la Hesse, et dire en fait on continue à... Tu vois, au pire, même il dit à son frère roule sur les gens s'il faut, tu vois. Donc ils ont vu, il a intégré à quel point c'est la Hesse, et il a l'air d'être en mode full contrôle. C'est pour ça que je pensais que peut-être il était militaire lui, mais au final peut-être pas. Et là, vraiment, quand il se rend compte que sa fille elle va pas s'en sortir, c'est genre il craque totalement, quoi. Ah bah oui, c'est ça. Et c'est vrai que dans le jeu, d'ailleurs, c'est pas tout à fait comme ça. C'est Joël qui rentre directement chez lui et qui arrive à la sauver, parce que du coup, il y a un zombie qui va rentrer aussi dans la maison. Et là, du coup, c'est différent. Elle est allée chez la voisine. C'est bien parce qu'elle est sympa, elle leur ramène le chien. Bah oui, c'est ça. Elle ramène le chien à la voisine. Et elle voit du coup la voisine. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Et puis du coup, Joël qui n'hésite pas aussi à taper la vieille dame... il l'éclate bien. Il l'éclate, quoi. Donc, et en même temps, on sent qu'il y a une forme d'hésitation. Il est là, flingue, non.
parce qu'en plus il y a ma gamine et tout, mais en fait finalement il la tue. Après c'est vraiment une très vieille dame, donc effectivement un coup de clé à molette sur la tempe, je pense que c'est dodo mamie assez vite. D'ailleurs ça c'est hyper cool en fait de voir, en fait imagine tes voisins pètent un câble, tu vois, est-ce que vraiment tu les tapes en mode je les tue, et puis après tu vois donc il fait ce geste et tu vois une autre voisine qui réagit en disant mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites, puis tu vois l'autre voisine qui se dirige vers la vieille dame pour essayer de la sauver, parce qu'en fait tu comprends pas, c'est tes voisins qui pètent un câble en fait. Donc le truc des arrière-plans, j'ai trouvé ça hyper cool, la gestion des arrière-plans, parce que du coup tu vois, eux ils s'en vont dans leur voiture et tu vois en fait en fond que la voisine elle arrive, elle essaie de relever la vieille dame et puis que elle survit pas quoi. Mais... Oui elle survit dans une forme différente quoi. Ouais. Mais c'est aussi un motif que j'adore dans les trucs de zombies, c'est en fait tout ce qui tombe à l'ennemi. C'est pas juste une personne en moins dans notre camp, c'est une personne en plus dans leur, tu vois. C'est que l'ennemi va les changer et ça va leur faire un soldat de plus, entre guillemets. Et du coup, la voisine qui va aider la vieille dame, ça devient la prochaine meuf qui va attaquer quelqu'un. Et c'est ce truc de boule de neige, tu vois, qui n'en finit pas, quoi. Après, il y a Chinois qui dit « Le chien qui part, il y a une alerte quand même. » J'avoue, je ramène le chien de mes voisins qui est en train de péter un câble chez mes voisins. Et le chien, il part en courant. Et j'ouvre la porte et c'est 3 du tam et mon daron il est pas là et j'ai 13 ans et j'ouvre la porte et je vois du sang, je suis là, je vais gentiment faire une petite marche arrière, sûr, hop clair. Là comme ça, tu vois, petit bras sur la coudoir, petite marche arrière et je vais appeler les flics éventuellement, qui est quelque chose qu'elle ne fait pas, mais ça n'aurait pas, nous on sait que probablement à ce moment-là les flics sont aux abonnés absents qui vont pas beaucoup aider. Oui c'est ça. Puis en vrai elle a pas tenté quoi. Je pense qu'on peut pas vraiment savoir comment on réagirait dans ces situations si on n'y est pas, parce que franchement moi j'aurais vu le chien. Je sors jamais dehors. Hein. Moi je suis là en mode. Oui, toi ça sonne, mais je serais pas une héroïne pendant l'apocalypse. Moi je me mets dans mon placard à chaussures, je ferme la porte et j'attends que papa y rentre comme ça. Tu vois. Je révise mon anglais ou je sais pas quoi. Mais tu vois, est-ce que vraiment t'aurais eu le réflexe, si tu vois le chien partir, est-ce que vraiment t'aurais eu le réflexe de pas rentrer dans la maison? Franchement, en vrai, on sait pas quoi. Donc, en plus, c'est une vieille dame et tout. Tu te dis peut-être qu'elle est tombée, machin, peut-être qu'elle est toute seule. Oui, voilà, exactement. J'avoue. Moi, je pense que ma scène préf, alors c'est pas une scène très importante, mais ça fait partie de mes trucs préférés du post-apo pour le coup. Ma scène préf, c'est le début du saut temporel, donc 20 ans plus tard. Déjà, j'ai adoré le gamin alors le gamin ou la gamine, je sais pas, mais cette jeune personne qui arrive à Boston. J'ai adoré qu'on arrive au post-apocalypse avec cet enfant, alors qu'on vient de voir une enfant mourir et que malheureusement, ça va pas bien se passer là non plus. Mais je trouve que ça monte le choc, et aussi il y a un truc que tu piges après, quand Tess dit à Joël, tu sais, c'est des ados qui sont nés après l'infection en gros. Du coup ils sont pas trop normaux, enfin genre ils savent pas faire autrement. Et je suis là, en fait ce gamin il a rien connu d'autre que ce monde là quoi. Et il a quand même pour ce monde là, tu sens qu'il est pas en forme, il est pas bien. Et toute cette scène de, en fait on va devoir l'euthanasier mais on va le faire avec l'humanité, tu vois, et on va lui dire on va juste te donner des médicaments. Et le regard dans les yeux de l'actrice qui joue la militaire quand elle voit que la lumière est rouge et que du coup c'est pas un gamin qu'ils vont pouvoir sauver, j'étais là, ah waouh, il se passe plein de choses dans vraiment un seul regard, donc bravo à elle. Donc j'ai bien aimé cette scène, même si elle est horrible, mais ce que j'ai préféré c'est donc découvrir Joël dans son nouveau travail, mais surtout la scène où il va pour se faire payer. Et où tu as tout ce système. En fait, moi j'aime bien comprendre comment marche le monde, comment marche la société. Pour m'impliquer, j'ai besoin d'y croire. Et pour y croire, là ça fait 20 ans. Visiblement, il y a quand même une zone, alors certes militaire, tendance fasciste, mais une zone dans laquelle les humains peuvent évoluer globalement en sécurité sans être en danger du virus. Donc, et ça fait 20 ans. Sans être en danger du virus, mais en étant en danger de ce système militaire. En étant en danger du fascisme, parce pour le coup. Parce qu'on comprend très vite que s'ils sortent, s'ils font le moindre pas de côté, en fait, ils sont tués sur la place publique, quoi. Ultra vénère. Il y a 2 exécutions. C'est un pour être sorti sans autorisation de la zone de quarantaine et une pour être rentré sans autorisation de la zone de quarantaine. C'est ça. Et en même temps, t'es là, ils peuvent se tester. Donc, si les gens sont pas contaminés, on pourrait s'en foutre de ce qu'ils font de leur vie. Mais non, on est sur un système dictatorialo-militaire dont on connaît pas grand chose pour l'instant. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup c'est pas trop manichéen, parce qu'il y a la rébellion, les Fireflies, mais c'est pas comme si c'était présenté comme yes, c'est les good guys et ils sont hyper efficaces, et en gros le but des héros ça va être de les aider. C'est plutôt non, ils sont même présentés comme des terroristes qui tapent de manière un peu aveugle, quoi, qui font aussi des explosions globalement inefficaces, tu vois. T'as quand même et puis inefficaces, la leader de ce groupe-là qui dit dans l'épisode, si tu te bats pendant 20 ans et que t'arrives à rien, est-ce que t'es une rébellion ou est-ce que t'es un peu des clowns, tu vois. Donc t'es là, ok, c'est pas... Et puis tu dis, bah oui, effectivement, elle a pas tort, quoi. Donc, et en même temps, quelle chance ils ont, vu que les autres, ils ont quand même de l'armement de type CRS à Paris, quoi.
Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette scène où il va pour se faire payer et où du coup tu comprends d'un coup plein de petits trucs de ce world building. Tu vois qu'il se fait payer avec des papiers et des cartes de rationnement, qu'il demande un autre job que les 2 autres jobs, parce que peut-être il en a marre de mettre des cadavres d'enfants dans le feu, quoi. Que les 2 autres jobs qu'il y a, c'est genre cadavre bis ou aller récurer les égouts. Donc tu te dis, ok, bah en fait, il avait pas l'air d'avoir un job très noble avant, mais genre il était dans le bâtiment, tu vois, ça pourrait être utile de savoir faire un truc de ses mains. Mais il lui reste que les pires boulots. Et en même temps, il fait la paix avec. Tu vois aussi qu'il a pas trop de soucis à jeter l'enfant dans le feu. Et que, oui. Alors que la personne qui bosse avec lui a du mal parce que bon, elle voit que c'est un enfant et que c'est hyper triste. Lui, il le fait sans aucun problème, quoi. Donc ça va aussi un peu dans son côté... je mets des œillères, en fait tout ce qui me concerne pas n'est pas je n'ai pas d'émotion dessus, quoi. Oui, bien sûr, genre mais bien sûr, jeter un enfant dans le feu, pourquoi ça me toucherait personnellement? Du moment que j'ai ma carte de ration à la fin, c'est ok. Mais oui, à ce côté-là, encore une fois, on voit son caractère à travers des petits détails comme ça, quoi. Ouais, pour le coup, j'ai hâte d'en savoir plus sur c'est qui ce gars, comment il fonctionne, parce que comme en plus l'intro pré-apo, c'est Sarah, l'héroïne. Bah du coup voilà, je sais pas exactement comment il interagit avec le reste du monde, Joël, et j'ai hâte de le savoir, même si bon, je suis cliente de base de ce modèle de anti-héros un peu viril, un peu dépressif. Je suis là en mode, tu vois, j'aime bien Sawyer dans Lost, j'aime bien ce genre de gars, donc je suis là, ok, let's go. J'aime bien Aragorn, comme tout le monde, quoi. Mais ouais, j'ai bien aimé les scènes de world building, j'ai bien aimé quand il va vendre des drogues aux militaires, qu'il parle de... Il y a une usine qui fabrique des drogues et des balles et des drogues et des balles. Et Joël, il dit, bah, j'imagine que quand tu tires sur assez de gens, t'as besoin de drogue pour dormir. Donc en fait, c'est genre, ok, c'est ça la vie. Et en fait, ça pose les questions de... C'est quoi cette vie, tu vois? À quoi bon mener cette vie? Est-ce qu'il y a le moindre but? C'est vrai qu'en plus, tu t'attends pas à, dans un monde où il y a une infestation, une invasion zombie. Il y a des humains qui ont quand même réussi à survivre. Tu t'attends pas à ce qu'il y ait ce système en fait où tu fais un pas de travers et t'es exécuté, quoi. Ça rend le monde encore plus dur, quoi. Oui, c'est même si t'as survécu à la pire chose, qui est de devenir un zombie, mais aussi à l'autre pire chose, qui est de voir tous les gens que t'aimes devenir des zombies et mourir, t'as quand même globalement une vie de merde. Et alors pour l'instant, il y a un truc qui est pas du tout montré dans la série, et comme ils ont quitté la ville, je me rends pas compte s'ils vont être un peu à la campagne ou pas, mais est-ce qu'il y a un truc de classe, tu vois? Est-ce qu'il y a des nobles? Est-ce qu'il y a des richoux qui, eux, vivent leur best vie et qui sont pas au ticket de rationnement et qui fument des vrais clopes et qui peuvent communiquer avec d'autres gens? Est-ce qu'il y a en gros un genre de classe supérieure qui s'en sort mieux dans cette situation? Ça m'intrigue parce que j'aime bien l'aspect politique des choses, et pour l'instant j'en suis à ok, il y a une armée qui a l'air d'être ultra nerveuse, ce qui peut s'entendre, et des gens qui ont globalement tous l'air d'avoir une vie de merde. J'ai besoin d'un peu plus pour comprendre comment cette société fonctionne, mais c'est le prologue, vraiment, c'est le pilote. Je suis pas en train de critiquer, juste j'espère qu'on verra pour le moment, un peu plus de comment marche le système en général, et pas juste des petits groupes. Mais bon, comme là, voilà, ils ont quitté la ville, j'imagine que ça va plus être de l'open world finalement, avec des quêtes secondaires et différents endroits à explorer, ce qui me va très bien. Pour le coup, c'est ce que j'adore dans les jeux vidéo. Donc ça me va, mais j'espère qu'on verra un peu plus de systèmes sociaux et de comment ils marchent. Là, en tout cas, pour le moment, on nous le montre pas trop. On montre surtout la confrontation entre les militaires et les lucioles, et puis les autres survivants de la ville qui essaient de s'en sortir tant bien que mal, quoi. Oui, mais t'as l'impression que tous les gens de la ville qu'on nous montre, ils trafiquent différentes choses. Tu vois, Joël, il trafique des drogues, Tess trafique, il parle à un gars qui trafique des batteries de voiture, les Firefly, ils trafiquent des trucs. Enfin, c'est un peu genre, ok, ça a pas l'air d'être stable pour l'instant comme système, ça fait que 20 ans certes, mais je suis curieuse de comment ça marche. Alors il y a John Kaiser qui dit aucune idée de pourquoi ils ont changé le fait que dans le jeu, Joël et Tess sont trafiquants d'armes. Apparemment dans le jeu, le premier truc qu'ils cherchent, c'est des flingues, c'est ça, c'est pas une batterie. Oui, bah, le moment où du coup Marlène prend une balle, en fait à la base c'était du trafic d'armes. Donc là il y a le trafic de batterie, en effet, dans le jeu c'était le trafic d'armes. Mais est-ce qu'il y a quand même cette idée de, à la base, il veut partir pour chercher Tommy, qui a disparu? Oui, il y a cette idée de, il veut renouer avec son frère, du coup, donc il veut le retrouver. Mais il y a aussi la quête que lui donne Marlène, en fait, d'amener Ellie au laboratoire des Lucioles, quoi. Ok, oui, a priori. Donc ça, c'est très clair, elle veut absolument... pour aller pas très loin. Voilà. Bon. Exactement. Bon, est-ce que ça va bien se passer? Étape 1, on livre le colis, on n'a pas laissé d'avis de passage, on reprend notre route.
Pas sûr, je suis pas sûre que ça fait une série et un jeu vidéo très long, donc je m'attends à des rebondissements. Mais ok, donc, et j'ai trouvé ça intéressant qu'apparemment, alors on n'est pas sûr, mais Tommy il serait plutôt dans la team Luciole. Il aurait plutôt rejoint les Fireflies, pas trop ou en pour tout le cas moment. il serait... En On tout cas, sait pas, Joël, il a l'air d'avoir un avis négatif dessus, et Tess aussi, elle a pas l'air de trop les respecter, tu vois, elle se moque de Marlène en disant... Est-ce que c'est pas la Che Guevara du coin, tu vois? Donc ça a pas l'air d'être genre les terroristes qui te font peur, ça a plutôt l'air d'être genre ok, c'est les petits révolutionnaires à la mort moelle-neu. Mais apparemment Tommy il est plutôt team Luciole, donc je suis là ok, ça c'est intéressant parce qu'ils avaient l'air tellement proches au début de ouais bah oui, et puis là l'épisode. Après on dirait qu'ils communiquent encore à travers la radio du coup où ils s'envoient un peu des messages. Donc, alors ça c'est un truc il y a que cette forme de compris. communication quoi. Mais peut-être que c'est normal qu'on le sache pas. C'est qui derrière la radio? C'est pas le gars, parce que alors on voit une scène où il y a un gars qui a l'air de faire une mission d'intérêt public de transmettre des messages, où il y a une longue file de personnes qui veulent le voir, et alors Joël on sait pas pourquoi il arrive, il est là en mode vous savez qui je suis Pedro Pascal, je fais pas la queue, il y va, et c'est là qu'on apprend que Tommy a disparu. Donc il y a ce gars qui a l'air d'envoyer des messages, mais plutôt des messages genre Telegram. Et il y a la radio qui, du coup il y a un code, il y a chanson des années 60, des années 70 et des années 80. Ça, alors déjà, je suis désolée, c'est un monde où il n'y a pas Google. Moi, tu me passes un son, tu me dis années 60 ou 70. Surtout que Ellie le sache, tu vois. Mais oui, genre d'où elle connaît Wake Me Up Before You Go Go et à la fin c'est quoi, c'est Dépêche Mode. Et franchement, moi j'y connais rien en musique, tu vois. Si ma vie elle dépend de est-ce que Dépêche Mode c'est 80s ou 70s, je serais là, j'ai envie de faire l'appel à un ami. Je suis pas sûre, je suis pas hyper sûre de moi. Mais du coup, c'est qui envoie les chansons à la radio? Mais je suis pas méga sûre. En tout cas, c'était pas dans le jeu. Donc, c'était pas du tout dans le jeu, ce point-là. Ah, oui, ok. Il y a John Kaiser qui dit tout ce qui est en rapport avec la radio, c'est propre à la série. Ok, bah c'est hyper intéressant. En vrai, j'ai trouvé que c'était un motif. Alors, certes, en fait, j'aurais dû le voir venir, que toute cette scène de c'est quoi le code ne servait que à le dernier plan de l'épisode, ça va être la radio qui passe une chanson des années 80. J'étais là. Forcément. Quand c'est arrivé, j'étais vraiment en mode est-ce qu'on n'a pas vu assez de séries télé pour le voir venir? La réponse est oui. Mais j'ai quand même kiffé, y a pas de problème. Et en plus, je savais que Dépêche Mode c'était années 80, donc genre j'ai googlé pour vérifier. Oui, quand même. Mais en plus c'est le but, on te dit années 80, Means Trouble, ils partent. Tu vois, du coup Boston en post-apo total, et t'as une chanson des années 80, ça se tient. Mais du coup, je suis très curieuse de. Ok, Joël et Tess, ils ont l'air d'être du coup dans un réseau résistant, underground, je sais pas. Alors je sais pas s'ils sont résistants, mais en tout cas underground, qui font leur vie, qui est plus développé qu'eux, puisqu'ils ont des communications radio secrètes. Donc ça, je suis hyper curieuse de qui est à l'autre bout de cette radio. Je sais pas si c'est censé être le motif, peut-être pas de la saison, mais de quelques épisodes, mais je suis là, ok, ça j'ai envie de savoir, parce qu'ils ont l'air de dire que c'est très dur de communiquer à distance justement dans ce monde-là. Oui, c'est ça. Ouais. Donc tout est interdit, qui sont ces pélos qui communiquent par Dépêche Mode interposée et si on peut passer de la musique à la radio, pourquoi il n'y a pas juste d'autres enfin, je suis curieuse de fou. Ok, du coup, en termes de différences jeux-séries, est-ce qu'il y a d'autres différences que tu as repérées? Donc, la radio, j'ai vu passer tout à l'heure dans le chat, effectivement, la relation Tess et Joël a l'air plus romantique là dans la série. Ah oui, ça a l'air d'être dans le jeu. Oui, parce que du coup, Tess, au début, quand le mec qui l'a fait tabasser lui parle, il lui dit oui, mais ton gars, Yurga, il dit Your Man. Donc c'est pas forcément ton mec romantique, mais oui, j'avais entendu ça comme, je sais pas s'ils sont in love. Je sais pas ce que ça veut dire pour eux d'être in love, dorment ensemble, tu vois. Ils couchent ensemble, voilà, tu vois, on dirait qu'il y a un truc en tout cas. Oui. Et quel plaisir aussi de retrouver cette actrice qui a joué dans Fringe. Oui, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Mais j'avoue. Je suis hyper contente moi de la revoir. J'aimais bien Fringe. Mais Fringe, ça me faisait hyper peur. Hein. Ah oui, pour le coup, on disait l'angoisse et tout, le bizarre et tout, ça fait peur. Fringe, ça me terrifiait, mais comme X-Files, tu vois. Oui, Anna Torv, l'actrice qui joue Tess. Et du coup, dans le jeu, c'est plus flou, genre ils traînent ensemble, mais. Ouais, c'est ça, c'est pas forcément romantique, quoi. C'est plus une relation de trafiquant, tu vois. Il y a pas vraiment de romance dans le jeu, en tout cas. Ok, c'est intéressant. Après, moi, je suis très dans la team. Je suis toujours pour mettre des relations hommes-femmes qui sont pas romantiques, parce qu'on sort de décennies de pop culture qui est incapable de faire interagir un homme et une femme sans qu'ils se pécho à un moment, ou qu'ils aient envie. Donc, s'ils sont juste amis, ça me va. Mais moi, oui, j'ai senti aussi une vibe de... En fait, ils sont sex-friend par défaut / désespoir. Mais bon, déjà, on montre une actrice... tant qu'à faire... Déjà, on montre une actrice qui n'est pas si jeune, et c'est déjà une avancée. Hein, donc, et qui arrive en étant et qui arrive complètement pas défigurée maquillée, et plutôt badass, quoi, qui a l'air d'être quand même quelqu'un qui se laisse pas faire, quoi. Donc, mais moi, pendant vraiment, genre,
je sais pas, au moins la première minute entière de cette scène, je croyais que c'était elle qui interrogeait un gars. Oui. Parce qu'elle est tellement, elle manspread et tout, tu sais, elle est là en mode grosse couille, elle est là, bon écoute, on parle, on va pas tortiller du cul, ok, on a fait cette discussion, et j'étais là, ok, c'est un peu une mafieuse, et après j'ai fait, ah non mais c'est elle qui éclatait la gueule, incroyable meuf. Là, pareil, j'espère que ils feront ce truc que les séries font parfois, où ils font un genre de bottle épisode qui est juste un flashback sur une personne, tu vois, juste genre, que elle, et elle, j'aimerais bien savoir, et j'espère, moi j'adore quand genre t'as des flashbacks, et dans sa vie d'avant, elle était trop douce. Tu vois, genre la go, elle est instit en crèche. Ce serait drôle. Elle fait de la pâte à sel et tout. Et en fait, elle avait un truc en elle qui a... En tout cas, là, on a l'impression que c'est vraiment l'égal de Joël, quoi. Il n'y a pas trop il n'y a pas trop de rapport de domination ou de force entre les deux. On dirait juste qu'ils sont... c'est les mêmes, quoi. Oui, et les gens qui leur parlent ont l'air de les respecter tous les deux pareil. C'est cool. Et en même temps, c'est une série HBO de 2023. It's time, ça m'étonne pas, mais c'est. Non, mais dans le jeu, c'était comme ça aussi. Hein. Okay. Dans le jeu, il y avait aussi beaucoup de persos féminins forts. Il y avait Marlène, Tess aussi, c'était un perso féminin très très fort. C'était. Et alors, on n'a pas parlé de Ellie, au final. Ouais, Ellie. Qu'est-ce que t'en penses de cette Ellie ? Alors, je sais plus qui dans le chat disait, et c'est un point assez important, que effectivement, l'actrice qui joue Ellie, Bella Ramsey, ne lui ressemble pas tant physiquement au personnage du film, du jeu. Qui, si je dis pas de conneries, avait été modé sur Elliot Page. C'est ça, exactement. Avant sa transition. Ouais, donc en plus, c'est un visage qui était connu au cinéma à l'époque. Ouais. Effectivement, Bella Ramsey ne ressemble pas beaucoup à Elliot Page à l'époque, ce qui est ok. Là où sur Pedro Pascal, il y a un peu plus un effort, au moins dans le look et tout, de le faire beaucoup ressembler à Joël. Qu'est-ce que tu penses de cette vision de Ellie, de comment elle est présentée, du casting, mais pas seulement, tu vois, genre cette Ellie-là, est-ce qu'elle est à la hauteur de la Ellie alors... moi j'aime bien. Moi je suis pas, mais en même temps comme j'en attendais rien, je suis pas forcément déçue. Après il me semble que dans le jeu elle était quand même plus innocente quoi. C'était quand même un personnage vraiment beaucoup plus doux qui avait vraiment besoin de Joël pour survivre dans ce monde. Enfin bon après peut-être que j'ai un peu tu vois, ma vision peut-être a fantasmé le truc, mais là en tout cas le fait que ce soit cette actrice là du coup qui joue Ellie, donc Bella Ramsey, qui faisait déjà un rôle badass dans Game of Thrones, j'ai l'impression que là du coup elle refait un rôle Game of Thrones. C'est toi la meuf badass de Game of Thrones. Ah merde. Je me fais pardon dans Game of Thrones. Et du coup là elle est vraiment elle est vraiment ultra badass quoi. Ouais, moi je l'ai bien aimée, et en même temps je trouve que alors les gens on dit elle est dans la défiance donc c'est moi qui ai un peu fantasmé quoi. Après là elle est dans la défiance avec tout le monde, y compris avec Marlène qu'elle connaît bien visiblement, donc avec qui elle a déjà un rapport, enfin qu'elle soit dans la défiance avec Joël, un random gars qu'elle connaît pas, qui vient d'arriver, qui a alors leur scène d'intro dans la série, je sais pas si c'est la même dans le jeu. C'est elle qui essaye de lui sauter dessus en sortant d'une pièce, et vraiment il l'attrape et il la balance contre le mur, c'est genre c'est ciao. Vraiment il est là. C'est ça la rencontre quoi. Donc t'es là qu'elle soit défiante envers un mec de 3 fois sa taille qui vient de la balancer contre un mur et qui lui a pris son couteau, qu'elle vient de récupérer, et apparemment c'est important son couteau. J'entends, mais elle a l'air. En fait, j'aime bien le motif des gamins post-apo, quoi. Des gamins qui ont connu que ça. Je suis là en mode. Oui. Mais ne serait-ce que pour atteindre cet âge. Alors, elle dit qu'elle a été confiée à. C'est quoi ? C'est Fedra, le gouvernement, en gros, quand elle était. Parce qu'elle était orpheline. Donc, visiblement, ses parents, en tout cas, elle non plus. Enfin, peut-être qu'elle sait. Peut-être qu'en fait, elle les a connus et ils sont morts, mais. Ça avait l'air d'être quand elle était bébé, peut-être qu'elle dit ça. Ouais, apparemment c'est Marlène qui s'est chargée de ça. Enfin, il y a une phrase où elle le dit un peu. Donc, et je crois que peut-être on s'est trompé. Ça n'a pas été calqué sur Elliot Page. Hein, je confonds avec un autre jeu, c'est possible. Peut-être avec Beyond, tu sais, le jeu de Quantique. Oui. Du coup, mais c'est vrai qu'elle lui ressemble, le perso lui ressemble énormément, donc c'est clair qu'on a l'impression que c'est elle. Okay. Quoi, mais Beyond Two Souls, c'est ça. J'étais sur Beyond Good and Evil et après j'étais là, ça c'est vraiment un jeu de quand j'étais petite, donc je pense que Elliot Page était pas né à ce moment-là. En effet, Beyond Two Souls. Ok, bah sorry de la confusion. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a tellement un air que moi aussi, à chaque fois, je suis persuadée que c'est ça et en fait, non. Quoi. Ok. Ah, et speaking of, quelqu'un l'avait mis dans le chat il y a un moment. En effet, Bella Ramsey, qui joue du coup Ellie, s'identifie plutôt à une identité gender fluide, non binaire, mais utilise plutôt gender fluide. Par contre,
a dit que ça lui va bien les pronoms féminins lui vont. Donc c'est pour ça que je me permets de la genrer au féminin. Là où sur House of the Dragon, avec Emma Darcy qui joue Rhaenyra, c'est une actrice non-binaire qui utilise plutôt des pronoms comme Yel. Donc on était plutôt là-dessus. Là voilà, si je parle de Bella Ramsey au féminin, c'est qu'elle a dit a priori que ça lui va. Donc je me permets, si ça change et que j'ai pas l'info, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires à un moment avec le lien, et on s'adaptera évidemment. Mais c'est pas inintéressant que HBO ait confié ces 2 rôles qui sont des personnages féminins, en tout cas comme ils sont écrits récemment, à 2 actrices du coup qui sont pas forcément dans une binarité de genre. Après pour Emma Darcy, il me semble que c'était connu avant, donc Emma Darcy qui joue Rhaenyra Targaryen adulte dans House of the Dragon. Pour Bella Ramsey, peut-être que il me semble que c'est assez récent, en tout cas publiquement, son coming out entre guillemets, même si c'était pas forcément comme ça que elle l'a vécu. Donc peut-être que HBO le savait pas en l'apprenant, mais c'est intéressant. Always good pour la représentation et la pédagogie du coup sur la fluidité du genre. En tout cas, moi, je pense qu'elle est parfaite pour le cast. Ça marche très bien. Bah ouais. Donc, puis on a hâte aussi de voir comment vont évoluer leurs relations. Parce que pour le moment, c'est pas... on se doute bien qu'il y aura un truc un peu de père-fille, forcément. Parce qu'en plus, on nous a montré un père qui a perdu sa fille. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas évident, quoi. Ouais, et en même temps, j'ai trouvé ça... En fait, j'aime bien... Pour l'instant, Ellie, elle a l'air d'avoir des vrais côtés dark. Et en même temps, c'est complètement, encore une fois, explicable par le fait que c'est un enfant qui a grandi dans un monde post-apo. Mais quand elle voit Joël tabasser à mort le soldat, en vrai, il y a un long plan sur comment elle le regarde. Et au début, j'étais là, elle est horrifiée. Genre, elle va dire, non, t'es un monstre. En fait. Et en vrai, elle est là, alright, on va traîner ensemble. J'étais là, attends, elle kiffe un peu ou... Ok. Elle est même un peu fascinée, quoi, un peu admirative, quoi. Oui, et j'étais là, ok, c'est peut-être la fascination d'une enfant pour une forme de violence et tout, machin. Et j'ai l'impression qu'elle trouve ça sympa ce qui se passe. Du coup, on voit bien la différence avec... parce qu'il y a ce moment où Joël, quand il est avec Sarah, tape la vieille dame. Et elle, par contre, elle est vraiment horrifiée, quoi. Oui. Elle est choquée. Et là, c'est pas du tout la même chose. Ellie, elle est complètement différente. Elle est vraiment en mode... Elle l'admire, quoi. Elle le voit faire ce truc et... Ouais, et je trouve ça vraiment intéressant. Ça pose plein de questions sur comment ça va se développer cette relation. Et du coup, je me dis, il va pas devoir seulement la protéger des infectés et des... Alors, il y a aussi, et quelqu'un le mentionnait dans le chat, il y a quand même aussi le perso du mec qui envoie les messages radio, qui lui dit que il n'y a pas que des infectés dont il faut avoir peur, il y a des raiders, donc des gens qui font des raids, je sais pas, genre des pillards, et des slavers. Donc, il y a des gens qui font des esclaves. Et je suis là, en fait... Tu sais quoi, à choisir, je pense, je préfère me prendre un coup de champi. Et après, c'est ciao, je suis J-roll forever, tu vois, c'est pas grave. Plutôt que d'être fucking... J-roll forever. Non, mais que d'être fucking l'esclave d'un zinzin comme le gouverneur dans Walking Dead, là, tu vois, je me dis, ça, c'est une pire vie que d'être un champi qui s'en rend pas compte, quoi. Donc, je sais pas dans quel monde elle a grandi, Ellie, et je sais pas comment elle va évoluer dans ce monde-là. Mais il va aussi... Donc, il va devoir la protéger, Joël, et se protéger lui-même, et lui apprendre à survivre face... à la pandémie, à la menace d'être infectée, mais aussi face aux humains dangereux et aussi face à elle-même, tu vois, à son propre côté ultra inhumain qui a l'air de faire partie d'elle, mais parce qu'elle a été obligée. Parce qu'elle vit dans un monde comme ça, quoi, c'est sûr. Je suis intriguée de savoir parce que du coup le premier truc qu'elle fait quand elle récupère son sac c'est sortir son couteau, mais en même temps elle est aussi dans une position hyper vulnérable et à ce moment-là on sait pas qu'elle connaît Marlène, donc c'est vraiment genre ouais t'es une gamine enchaînée au mur avec des gens que tu connais pas, tu sors ton couteau, c'est plutôt une bonne décision de vie. Bon, au final, apparemment, elle la connaît, donc ça va. Je suis curieuse de savoir si elle a déjà buté des gens ou pas. Ou si c'est juste du coup, on le sait pas. Posture, entre guillemets. Ou si c'est peut-être un truc un peu comme la montre de Joël, genre le couteau aussi, peut-être il a un sens pour elle, genre il appartenait à quelqu'un, quoi. Mais d'ailleurs, Joël qui a gardé sa montre, malgré le fait qu'elle soit toute brisée. Donc ça, c'est aussi un truc où tu as beaucoup de peine quand tu vois ça. Dit, ta montre, elle marche même pas, elle est en panne, je te ferai savoir. Je suis là, tu sais pas, ok, c'est la montre de sa fille. Benoît ne pourra plus jamais lui faire la réparer. Et après, il va jamais la faire réparer pour lui parce que visiblement, il boit beaucoup de whisky et il prend beaucoup de petites pills. Et après, c'est dodo time pour Joël. Moins de petites piles et moins de whisky sur la route vers l'aventure. Donc on va voir ce qui se passe dans les prochains épisodes, quoi. Est-ce qu'elle s'est pas dit que pour la première fois une personne me défend? Peut-être. Non, Bruno. Alors Bruno dit j'ai le lore du couteau. Est-ce que vous le voulez? Non. Non, parce que c'est du spoil. Je veux pas. Mais je suis contente de savoir qu'il y en a. Et sûrement qu'on va le savoir après. Je pense qu'on va l'avoir.
Ellie était effectivement indirectement, implicitement inspirée par Elliot Page, mais sans demander son accord, ce qu'il a peu apprécié. Ah ok, donc je suis pas ok, d'accord. Ok, donc oui, parce qu'il y avait tellement une énorme ressemblance. Ça a été calqué sur un. Alors soit ça a été calqué sur la personne qui doublait Ellie, qui physiquement ressemblait pas mal à Elliot Page, qui s'appelle Ashley Johnson, pardon. Soit officieusement, les jeux ont copié. Naughty Dog a été accusé. Donc Naughty Dog, le studio de The Last of Us, a été accusé d'avoir volé l'apparence de Elliot Page, ce qui ne se fait pas pour le coup. Ah bah non, ça se fait pas du tout, non. L'apparence d'une personne réelle pour faire un jeu vidéo, ça c'est non. Toute l'intro avec Ellie enchaînée, c'est aussi que dans la série. Ah ok. Donc en gros dans le jeu, on rencontre Ellie quand Joël rencontre Ellie. Ça pour le coup, j'avoue que je me rappelle plus très bien, ça mais fait 10 ans en même temps. Ouais, c'est ça fait un petit moment. En même temps, si on joue Joël, ça se tient, c'est rare qu'on ait des c'est ça, des plans sur des persos qu'on joue pas et qu'on voit pas. Non, c'est clair. Oui, tu le rencontres au moment où il la rencontre, ouais. Ah, c'est cool. Bah moi j'ai bien aimé cette petite présentation et alors j'ai juste trouvé ça, pour le coup, c'est peut-être le truc qui m'a. Alors il y a deux trucs qui m'ont pas trop plu, que j'ai trouvé un peu grossi peut-être dans cet épisode, c'est ils ont passé tout l'épisode à pas nous dire c'est quoi qui est spécial chez Ellie. À nous dire il y a un truc spécial. Oui, après tu t'en doutes un peu quand même. Oui, mais voilà, tu t'en doutes, je suis là. En fait, les gars, on est en 2023, c'est un truc de zombie. Ce qui est spécial, c'est qu'elle a été mordue, qu'elle a pas le virus. Genre, ok, je le sais, mais en vrai, tout le monde le sait. Et du coup, j'étais là, c'est assez vite. Soit vous allez nous surprendre et ce sera pas ça, soit c'est vraiment ça. Et du coup, il y a pas besoin de nous faire tout suspense de on va couper la scène avant que les persos en parlent. Il y a Marlene qui lui dit, je vais te dire un truc. Si vraiment tu le dis à quelqu'un, tu vas mourir. Et après ça cut. Et j'étais là, on sait vraiment HBO. Oui, il y a pas vu trop de War Z, ok, on a... de quoi on parle là, on est où? Oui, et je suis une légende et on a vu plein de trucs. Non mais on sait très bien de on a vu de les quoi il s'agit. L'homme, il y a même pas de zombies et c'est quand même la même chose. Donc ouais, on s'en doute. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu cheapos. Et alors à la fin, quand Joël attaque justement le soldat, il a un flashback visuel de quand sa fille ça c'était s'est pas fait obligé tuer. non plus. J'étais là, alors c'est vraiment une demi-heure qu'on a vu cette scène. C'est dommage. Pas bête. Ouais, voilà, c'est dommage. Alors tu sais qu'à la base, ça devait être deux épisodes séparés. Donc peut-être j'ai entendu ça, que à la base c'était épisode 1 qui s'arrêtait au juste moment où après. le petit arrive dans la zone de quarantaine. Ça c'est le début de l'épisode d'après. Ah ok, donc vraiment au time jump. Ouais. Moi j'avais entendu que l'épisode 1 se finissait, donc il y avait tout le prologue, le time jump, le petit qui arrive, et que ça se finissait quand Joël jette son cadavre. Oui, c'est exactement ça. Ce qui est vraiment un double punch de enfant mort à la semaine prochaine. Ce qui est un peu genre... Alors HBO c'est dimanche soir, on va tous bosser demain, on vit tous dans une période de pandémie et de crise mondiale. Est-ce qu'on pourrait ne pas faire ça s'il te plaît? Et finalement, du coup, ça est devenu un seul épisode, ce qui peut expliquer. En fait, peut-être que oui, avec une semaine d'écart, ça a du sens de remettre ce flashback. Mais bon, c'est vrai que c'est pas. Surtout montage, que tout est assez subtil. Moi, j'aime beaucoup, comme tu disais, tu vois, le petit, du coup, on le pique, on voit que c'est rouge. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même qui se passent sans qu'on ait besoin de les dire. C'est vrai que c'est dommage de rajouter cette scène. Et pour le coup, j'ai vu des gens qui étaient là. J'étais pas sûre si rouge c'est bien ou pas, parce que peut-être rouge c'est négatif, donc tu l'as pas, tu vois. Mais genre, ils prennent le truc du gamin et. T'as quand même 2 secondes dans les yeux de la meuf avant de dire non, ok, c'est quand même un code assez universel que moi je suis d'accord, mais en fait je comprends, tu vois, il y a des gens qui m'ont dit mais rouge normalement ça veut dire négatif, donc si le test est négatif ça veut dire que tu l'as pas, ça veut dire que c'est bon, c'est ok. Et encore une fois, on vient d'avoir une gamine qui est morte, ils vont pas nous refaire un gamin mort. Et oui. La réponse est bien sûr que si. Est-ce que t'as d'autres trucs à dire sur ce premier épisode, d'autres trucs qui t'ont marqué, que tu voulais évoquer? Non, moi ce que je trouve cool du coup, c'est qu'on a l'air quand même de s'attacher beaucoup plus aux relations entre les persos. On va quand même en savoir beaucoup plus sur le background des persos, chose qu'on savait pas forcément dans le jeu. Moi je trouve que pour le moment c'est une super adaptation qui est très sobre, très esthétiquement. Moi j'aime beaucoup la réalisation pour parler cinématographie. Ah oui, non, c'est vrai que je trouve que c'est fait avec pas mal de goût et tout. Moi, pour le moment, j'ai pas trop grand-chose à dire. Hein. C'est vraiment plutôt bien. Donc, j'ai hâte de voir la suite. On n'a pas parlé du générique. Générique. C'est toujours un grand truc sur les séries HBO, le générique. Et c'est marrant parce que je trouve qu'il y a toujours des modes un peu dans les génériques. Et là, c'est les génériques courts avec des images de synthèse, souvent, qui veulent dire plusieurs trucs à plusieurs niveaux différents. Donc là, c'est le parallèle. C'est un peu ça. Champignons, ville. Ouais, c'est ça. Mais aussi à la fin, les champignons. Et à la fin, voilà, ils ont la forme des 2 persos. Et par contre, j'ai trouvé ça dommage que le titre se fasse sur un deuxième tableau. C'est dommage que du coup, on reste pas sur le même et puis on voit se former les lettres. C'est un choix un peu chelou. C'est un peu bizarre, mais bon. Et du coup, la musique du générique, c'est le thème musical du jeu, absolument, c'est ça? C'est le thème du jeu. J'ai vu beaucoup de gens prendre feu en mode... Ah ouais. Quand les notes du générique commencent, j'étais là...
C'est pas relatable du coup pour moi, mais j'ai cru comprendre que c'est le thème du jeu. Bah ouais, thème ultra mélancolique, hyper beau. Il est beau, hein. Hyper triste, qui annonce quand même une histoire un peu triste. Tragique. Quoi. Yes. Je crois que j'aime pas trop ce générique, mais je crois que parce que j'en ai marre des images de synthèse. Ouais, c'est vraiment la mode en ce moment. J'aurais bien aimé un motif très organique, un peu comme, il me semble, dans la série Hannibal, il y avait un moment il y avait une histoire de victimes qui étaient un peu bouffées par des champignons, genre en gros les champignons un peu plats là qui poussent sur les troncs d'arbres et tout, mais sur une personne. Enfin, il y avait des images très dérangeantes dedans, mais qui étaient hyper organiques et hyper réelles. Alors je dis pas qu'il faut faire un générique gore à The Last of Us, mais quitte à donner une idée de champignons et de spores et de mycélium et de fungi, bah en fait filmer des vrais champignons, enfin c'est vraiment déjà hyper impressionnant. Effectivement, quoi. Là je vois Little Volpi qui parle du générique dans le jeu. C'est vrai que ça avait plus l'air d'être un peu des champignons en accéléré dans le jeu, si je me rappelle bien. Ça fait un peu des réseaux de champignons qui s'étendent. Oui, ce qui est cool. Qui ressemblent un peu aux neurones, qui ressemblent un peu aux axes des villes. Et derrière, ce qui est assez cool, c'est vrai que t'as un fond de radio qui passe un peu les news, tu vois, en mode les news catastrophes. De tu zappes et t'as tout le background. Alors, on n'a pas parlé de l'origine de l'épidémie. Attends, il y a une théorie trop marrante. Ok. Attends, juste pour finir sur le générique. Ouais, je pense que j'aurais bien aimé. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé le générique de Rings of Power, la série Seigneur des Anneaux sur Amazon, qui sont des cercles de sable qui bougent un peu comme si on les avait posés sur des caissons de basse. Bah, c'est ce qu'on fait, c'est ça. C'est les motifs que fait le sable quand on les pose sur un truc où on fait vibrer pour le bruit, où tu vois, genre, on met des enceintes à côté, c'est des motifs qui sont formés par le bruit. Et ils l'ont fait pour de vrai. C'est des vraies prises de vue réelles, quoi. Ouais. Alors que c'est en hyper gros plan et tout. Et au début, j'étais là, ok, bah c'est des images de synthèse. Et en fait, non, ils se sont fait chier à le faire pour de vrai. Du coup, j'aurais bien aimé voir des vrais champignons et des vrais réseaux de champignons. Parce que, comme tu dis, en plus, ça ressemble à plein de trucs et c'est dérangeant et fascinant à la fois. Donc, bon, le côté 3D, pour moi, on dirait un peu au début de Fight Club, quand ça rentre dans les neurones, au début du générique, c'est un peu genre, ok, on n'est plus en 2004 quand même. Oui, du coup, alors, je sais pas si dans le jeu on sait exactement d'où vient l'épidémie, genre c'est quoi le patient zéro, entre guillemets. Dans la série, il y a la radio ou la télé qui dit qu'il se passe des trucs à Jakarta en Indonésie, et d'ailleurs, Pedro Pascal, Joël et son frère, ils sont là en mode, c'est quoi Jakarta, c'est un pays ou pas? Et la gamine elle est là, c'est vraiment une ville d'un pays d'Asie, c'est la capitale d'un pays d'Asie quand même qui s'appelle l'Indonésie, et ils sont là, c'est toi qui vas à l'école, frère, nous c'est pas notre vie quoi. Et alors, du coup, a priori, ce serait ça, parce que effectivement, les farines contaminées aux champignons, c'est des trucs qui sont possibles et qui ont, dans l'histoire de l'humanité, déjà causé à une échelle beaucoup plus localisée, des genres de folie collective ou de mort collective, de farines contaminées, d'ergots, de seigle et des choses comme ça qui peuvent vraiment tuer. Et du coup, il y a une théorie sur l'épisode 1 qui est que l'épidémie viendrait de farine contaminée parce que il y a plein de petites scènes avec des plats à base de farine que les persos qui ne sont pas contaminés ne mangent jamais. Genre au début ils veulent faire des pancakes, mais ils ont oublié d'acheter. Lui il a oublié d'acheter le pancake mix. La voisine elle fait des cookies mais elle les mange pas. On voit le voisin avec la vieille dame, donc la voisine plus âgée qui lui fait manger des trucs. Et après la vieille dame elle est contaminée. Et du coup peut-être qu'il y a un truc où à la fin, si t'es intolérant au gluten, t'auras jamais ce truc, tu vois. Genre, tu seras pas une Gérald Forever. C'était la farine all along. Mais comme moi, j'adore le pain, je serais niquée. C'est foutu, pour toi, c'est foutu. Bah ouais, j'achèterais une baguette tradition, minute 2, tu vois, de l'apocalypse, et du coup, je serais vraiment... Ah, ça commence les théories comme à la bonne époque de Game of Thrones. Écoutez, il n'y a pas énormément de théories qu'on peut faire sur une histoire qui est déjà racontée et qui est relativement pour l'instant assez linéaire. Enfin voilà, je peux pas vous dire des théories, je sais pas ce qui va se passer dans l'épisode 2, mais si je peux avoir une théorie sur le pain interdit, je prends la théorie. Le pain interdit. Après, à un moment, ils disent ah oui, mais c'est parce que en fait, la vieille dame, ils étaient obligés de l'accompagner en ville parce qu'elle devait chercher ses médicaments. Et du coup, peut-être qu'elle l'a attrapée parce qu'elle était en ville et qu'on sait que les concentrations dans la ville font que la pandémie se répand plus vite. Mais moi, je préfère ta théorie de pain interdit. C'est moins fun, tout à fait. La chapure interdite. La chapure interdite. Si tu utilises du pancake mix, tu mérites un peu de mourir, DJ Pif. Écoute, c'est une enfant de 13 ans qui veut faire des pancakes pour l'anniversaire de son grand daron, qui ne s'occupe pas de son anniv. Elle a le droit d'utiliser des boîtes toutes prêtes. J'avoue que je les ai jugés, hein. En mode quoi, pancake mix? Mais c'est tellement facile de faire un pancake. C'est des Américains. Oui, c'est vrai. Pardon, j'ai oublié que c'était des Américains. Ça part de loin, frère. On n'a pas la même culture culinaire. Mais c'est comme les sachets de riz, quoi. Non. Ouais, non. Pourquoi faire ça? J'ai eu 18 ans et mon propre appart et j'étais là, c'est ciao, les sachets de riz, le stucru. Mais la technologie des coins froids continue à me fasciner.
Genre pouvoir sortir un sachet d'une eau bouillante et tenir les coins, ils sont froids. Je suis là, en vrai, trop belle techno, un peu Poudlard, tu vois. Je suis là en mode quelqu'un a mis un petit sort d'une pervue sur le coin, on sait pas. Ce n'est pas le sujet de ce Twitch, mais vous saurez que ça m'impressionne toujours les coins froids des sachets de sucre, quoi. Est-ce que tu as des attentes pour la suite ? Alors évidemment sans spoiler, mais est-ce qu'il y a des... Alors soit tu peux me dire de façon assez large, genre j'ai hâte de voir... genre je sais qu'ils vont rencontrer un moment un personnage important et j'ai hâte de le voir. Enfin tel personnage un peu ça important. par exemple, mais surtout moi j'ai hâte de voir peut-être des flashbacks, tu vois, peut-être d'en savoir plus sur eux, de savoir Ellie, tu vois, avant qu'elle arrive là. En fait c'est propice au format série, c'est vraiment de développer qui sont les persos, c'est quoi leur caractère, tu vois. D'en savoir plus peut-être sur Joël, voilà. En gros, tout ce qu'on n'a pas pu voir dans le jeu parce que c'était pas forcément raconté, quoi. Parce que ce qui est pas mal, je trouve, ce qui fait une bonne adaptation, c'est peut-être à la fois de plaire aux gens qui ont joué au jeu, donc qui retrouvent quand même des éléments du jeu, mais aussi de leur apporter des choses que, tu vois, qu'ils ne savaient pas, quoi. Et pour moi, le plus grand challenge d'une adaptation, en plus de plaire au public de base et conquérir un nouveau public, c'est d'arriver à surprendre les deux. Ouais, c'est ça, exactement. Et je pense que quand c'est bien fait, c'est hyper plaisant. À mon avis, alors je pense pas qu'ils vont changer les trucs essentiels, genre je pense pas que la fin elle va être différente, mais je pense qu'ils vont changer des trucs et qu'ils vont réussir à surprendre les joueurs et joueuses. Et moi j'ai hâte d'en savoir plus, alors oui sur les persos et leurs flashbacks, mais surtout sur la société dans laquelle ils vivent maintenant, parce que les sociétés post-apo ça me fascine, et sur les différents types d'infectés du coup, parce que j'ai l'impression que là on a vu stade 1 et stade final, vraiment final, mais il y a l'air d'avoir plein de Zumba entre les deux, et encore une fois j'ai pas encore 100% compris comment ça se transmet. Si tu te fais griffer par exemple par un gars et pas mordre, est-ce que ça marche ou pas, tu vois, genre parce que ça a l'air d'être dans la gorge les trucs, est-ce que ça dépend du... Et ça que t'as vraiment mis une commande Zumba pour quand je dis Zumba, il y a volonté de m'humilier. C'est un comptage, c'est ça ? Ça compte le... Mais à chaque fois que je dis Zumba, il fait pour l'exclamation Zumba. Et pareil avec il faut absolument qu'on fasse ça avec moi quand je dis Stargate à chaque fois, c'est génial. Ah oui, mais je pense que ça va prendre feu. Ça va spammer ton chat, visiblement. Mais non, mais c'est génial. 23 minutes quand t'as dit Stargate, les gens étaient là, waouh, elle a tenu hyper longtemps. Mais je savais pas qu'on pouvait faire ça, c'est parfait. Ok, mais c'est bon, ça me donne une idée. Ezok, je te laisse, si tu as à la fois slider dans les DM de chuchoter dans le compte de Lydia pour lui expliquer comment faire un compteur. Je pense que c'est sur Nightbot. Mais ça fonctionne. Merci beaucoup Olivier pour le sub. Merci, love you, ravi. Je te payerai un verre à l'occasion pour ça. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir la société et les différentes formes de zombies. Et après, bien sûr, les relations entre les persos et qu'est-ce qui va se passer. Mais je me sens vraiment comme au début d'un open world en fait. Je me sens comme, ok, je sais pas où ils vont aller. Ils partent à l'aventure, ils vont faire le Grand Ouest. Je sais pas à quoi ça ressemble ce monde. Ultra chaude, mais je sais qu'il y a du pognon et ça compte pour faire un truc post-apo qui a de la gueule, on va pas se mentir, et qu'il y a une envie de bien faire. Donc je suis très positive pour la suite de The Last of Us. Non, bah, trop bien, c'est réussi du coup. Peut-être un jour je jouerai au jeu, mais plutôt au 2 du coup, parce que là vraiment j'ai pas de raison de me taper 40 heures de jeu auxquelles je suis pas bonne, alors que je peux regarder une série HBO avec Pedro Pascal. Sauf peut-être, si je peux me permettre, si t'as envie de faire le début, parce que vraiment la narration c'est un exemple de narration réussie dans les jeux vidéo, ça peut être intéressant. Au moins le début. Oui, par curiosité. Par curiosité. Ok. Ouais. Bah si en plus tu me dis qu'on joue Sarah et tout, j'imagine qu'il n'y a pas à tirer sur 8 ennemis à la fois tout en conduisant une bagnole avec la jambe bandée. Ok. Peut-être que je peux faire ça. Peut-être qu'on le fera en stream, un de ces 4, parce que en mars il arrive sur PC, je crois. Parce que c'est aussi ça, c'est que c'est une exclu PlayStation et en fait tout simplement je ne possède pas de PlayStation. Donc même si j'avais voulu y jouer, il me semble que pour l'instant ce n'est littéralement pas possible. Mais qu'il arrive bientôt le 1 sur PC, donc voilà. Peut-être qu'on y jouera pour se consoler de la fin de la saison, peut-être, et de devoir attendre un an. Alors a priori, ils font en 2 saisons, du coup le jeu 1, on verra, car ça marche très bien. Peut-être qu'ils vont faire plus longtemps, et peut-être qu'ils vont adapter le 2 aussi, car finalement s'il y a un 2, c'est qu'il y a une suite, il me semble. Sûrement. Donc, oui, c'est la suite, bien sûr. Donc à voir. Alright, c'est la fin de ce débrief. Oui. Merci beaucoup Lydia. Merci à toi. C'était trop cool. Merci le chat d'avoir été là. C'était vraiment trop chouette. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour débriefer l'épisode 2. Cette fois-ci, ce sera le mardi soir à 21h. Parce que l'idée, c'est que l'épisode, il sort le dimanche aux US. Vous le regardez tranquille le lundi soir chez vous après le taf ou après les cours ou whatever. Ou si vous êtes comme moi, après avoir fait ce que vous voulez de votre vie. Car finalement, c'est une chance. Ensuite, vous pouvez lire le récap rigolo sur mon Patreon. Et ensuite, le mardi, on débrief. Et ensuite, le mercredi, ça sort en podcast. Et pour l'épisode 2, on recevra Adibou, Mister Adibou, qui était
dans Game of Thrones. Absolument. Où il jouait Senseiya dans la saison 4 que j'aimais beaucoup. Inoubliable. Comme perso, c'est comme ça que j'ai découvert Adibou d'ailleurs, parce que bon, il est casteur, mais moi je regarde pas beaucoup de cast JV. C'était trop cool et j'ai trop hâte de faire la suite. Du coup, mardi prochain, 21h. Et puis j'espère qu'on te reverra dans ces débriefs. J'espère, ouais.